Bonsoir tout le monde. Merci à vous d'être là. Est-ce que tout le monde entend bien? Oui. Oui, tant mieux. Alors, aujourd'hui, on se voit concernant, toujours dans l'art d'une belle relation, au niveau des charges. Quelles sont les charges à prendre ou à ne pas prendre? Surtout celles à ne pas prendre, parce que les autres, on a l'habitude de les prendre. Donc on regardera, il y en a qui sont utiles et d'autres qui sont plus destructives qu'autre chose. Donc on regardera les charges à différents niveaux, c'est-à-dire ça peut être des charges matérielles, des charges affectives, des charges éducatives, financières, psychologiques, professionnelles, familiales, relationnelles, spirituelles, intellectuelles et autres. Donc on en abordera une grande partie, parce que souvent quand on comprend un domaine, on peut les simuler sur les autres domaines, faire des parallèles, mais s'il y en a certaines qu'on n'a pas abordées, n'hésitez pas à le noter, à lever la main et à ce qu'on en parle. N'attendez pas la fin, parce qu'on se voit pendant 1h30 à la fin pour dire qu'on n'a pas abordé tel et tel élément. Donc notez-le et on peut en parler quand vous le souhaitez. Donc 1h30 à vivre ensemble avec la conviction que le changement est possible. C'est important parce qu'on est plus proactif donc, et dans la solution. Et au cas où ça ne puisse pas le faire, essayez de ne pas dire non, mais plutôt de proposer une solution. Parce que dire non, ça ne marche pas, c'est trop facile, mais c'est plus intéressant de proposer une solution plutôt que de dire non, ça ne marche pas. En plus, le non, généralement, ça coupe une relation. Donc c'est bien d'apprendre à ne pas dire non, mais de proposer quelque chose qui correspond et qui vous plairait, ou qui pourrait, que vous avez pu essayer, ou que vous aimeriez essayer. Donc il y a toujours dans ce qu'on ressent un bon fond, et des fois une mauvaise forme. La mauvaise forme, c'est le non, éventuellement, et le bon fond, c'est j'y arrive pas, ou je ne sais pas faire, ou on n'a pas appris, ou c'est compliqué, ou je n'ai pas les moyens pour le faire, ou ce n'est pas le lieu. Donc, il faut simplement changer la mauvaise forme pour mettre quelque chose qui est plus adapté à ce que l'on ressent dans son cœur, dans ses tripes ou dans son intuition. Toute ressemblance est fortuite, c'est-à-dire qu'on ne parlera jamais de vous, mais toujours des gens qui sont à l'extérieur. Donc, si vous voulez dire à chaque fois, ou certaines fois, je ne me reconnais pas, en effet, on parlera des autres personnes. Mais on peut parler aussi de cas particuliers comme il est évoqué. N'oubliez pas de mettre votre téléphone sur vibreur pour éviter d'oublier de le rallumer à la fin. Donc, comme tout le monde, j'ai aussi des qualités et des défauts. Un des défauts, c'est de parler doucement ou de parler trop vite. Donc, si je ne vous comprenais pas, dites-le moi. Je recommencerai, je répéterai plus doucement. Doucement, donc j'ai pris un haut-parleur pour être mieux entendu. Et des fois, je fais des zooms sur certains détails et je ne sais plus d'où je suis parti, donc je vous demande un peu d'aide pour savoir d'où on est parti avant de zoomer. N'attendez pas la fin, donc, pour proposer des questions. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont jamais venues? D'accord, donc je vais faire mon CD pour dire un petit peu, pour me présenter. Donc je travaille chaque semaine entre Marseille et Paris, depuis plus de 10 ans, et avant j'étais en Outre-mer. Donc je travaille surtout dans l'aide psychologique, aussi bien pour le particulier que pour les entreprises, que pour l'administration. Donc en ayant fait plusieurs formations, la première, la plus lointaine, c'est dans le cursus d'ingénieur, les suivantes, c'est dans celle de psychologue, et ainsi de suite au niveau de certains DU plus particuliers qui ont lieu au psychisme, à la périnatalité, tout ce qui est autour de la naissance, la dictologie, la psychologie de la santé pour les professionnels de la santé, la gestion des conflits, résolution, l'Alzheimer, c'est quelque chose aussi d'intéressant, plus de thérapies particulières, donc spécifiques comme le MDR, comme la relaxation, l'analyse, les comportements alimentaires, la systémie, l'hypnose, la dissociation et la coordination pour certains milieux professionnels. Donc ça c'est au niveau de différentes années de vie, donc dans les années 80, 90 et 2000, donc les différents lieux où j'ai pu travailler, qui ont aussi un lien avec ce que l'on verra ce soir par rapport aux pratiques professionnelles ou par rapport à ce que l'on peut retrouver chez le particulier. En même temps, des interventions dans les prises en charge pour les victimes, lors de conflits, de décès, de suicides, d'harcèlement, de manipulation et autres. Donc tout ceci, vous le retrouvez dans un site qui est celui-ci, ici, tsi.com, avec des détails sur le particulier, sur la thérapie, sur l'entreprise, sur les expatriés,
sur la TSCI. Le TSCI, c'est les schémas que l'on fait lorsque je vous présente comment on peut comprendre les différents éléments. Et ça, c'est certains schémas justement que l'on abordera, s'il y a lieu, parce que ça dépendra des domaines. Donc on verra que souvent c'est une dualité, on est bipolaire, c'est-à-dire on a les deux pôles en nous, masculin-féminin, actif-passif, qui fait que tantôt on est plus masculin, tantôt plus féminin. Donc tantôt on a plus un comportement de bourreau, constructeur ou destructeur, ou tantôt on a plus un comportement de victime, souvent destructeur. Et ainsi de suite. Donc, ça c'est pour certaines parties que l'on abordera. Si on reprend le thème d'aujourd'hui. Les charges à prendre ou à ne pas prendre. Je vais régler le haut-parleur parce que c'est un petit peu arrêté. Ensuite. Ça devrait fonctionner un peu mieux cette fois-ci. 1, 2. C'est la technologie. Moi, je trouve. 1, 2, 3. Ça marche. On réglera au fur et à mesure si besoin. Alors, par rapport aux charges, dans quel domaine est-ce que vous rencontrez les charges? Est-ce que vous avez un petit peu réfléchi au sujet, puisque c'est un domaine pour lequel vous êtes là, et est-ce que vous savez dans quel domaine déjà vous pouvez rencontrer certaines charges? Dans tous les domaines de la vie, donc ça peut être personnel, comme ça peut être dans les charges de la nature. Quels sont les types de charges que vous reconnaissez, auxquelles vous avez pensé et que vous avez pu côtoyer, qui ont pu vous embêter? Familial, ouais. Oui, mais familial, ça veut dire quoi? Affectif. Oui, mais des détails, ça voudrait dire quoi? Affectif, ça veut dire relation avec un homme ou avec un enfant. Oui, mais ça serait quoi une charge dans ce cas-là? La charge, ça serait de ne pas arriver, peut-être d'être chargé, de ne pas être un peu débordé par ce qui se passe. Débordé par quoi? Par des demandes. Par des demandes. Des demandes. Des demandes. Sur quel type de sujet? Affectives. On sera beaucoup plus précis que ça. Hein. Oh là là, Vous allez voir. Ouais. Donc là, ce sont des... être envahi Oui, mais par quoi? par la présence. Par l'autre. Donc, pardon, par rapport à la présence. C'est déjà plus précis. Par la personnalité. La gestion des différentes personnalités, c'est une... Ouais. Oui, donc il y a des personnalités qui peuvent poser des charges. Oui, des personnes dépendantes ou au contraire dominantes. Ouais. La dominance. Mal construite. Carrément. Là, on peut survoler. On est vraiment dans des thèmes généraux. Il faut vraiment plus d'exemples précis. On va y venir. Mais on va commencer par un petit peu la nature. Donc on peut avoir des charges dans la vie personnelle, où il existe des charges comptables, des amortissements aussi, parce que ce sont des types de charges que l'on trouve en comptabilité, mais que l'on retrouve aussi en soi, ou lorsque l'on veut faire un projet. Charge électrique. Oui, des charges électriques, électromagnétiques, donc on va en parler, parce que ça influence aussi. Des fois, il y a des personnes plus sensibles, et qui peuvent ressentir certaines charges magnétiques ou électromagnétiques. Comment est-ce que dernièrement, il y a eu des charges magnétiques ou électromagnétiques qui ont influencé
la planète. Bah, les catastrophes. Oui, au niveau solaire. Oui, Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau solaire? Parce que, Il y a eu une tempête. oui, et ça a causé quoi? Ça a causé plein de Alors, choses. Non, ça a causé. Je m'en rappelle plus. Ça modifie les ondes. alors, la dernière tempête solaire, Ah oui, qui il y a met pas très longtemps. quelques jours, 4-5 jours pour arriver, coupe toutes les connexions radio. Ah, Et en même temps a arrêté complètement une centrale atomique, la plus grosse tempête. puisque toute l'énergie a été coupée à ce moment-là, en Amérique. Donc une tempête solaire peut arriver magnétiquement vers ça. Mais en même temps, ça peut aussi influencer certaines personnes, soit par rapport aux coupures électriques, parce que tout simplement on a peur, soit aussi magnétiquement, parce qu'elles peuvent se sentir en difficulté par rapport à X ou Y croyance ou peur. Donc la charge électrique est une notion abstraite, parce que l'électricité on ne voit pas, donc les charges pour nous c'est pas très compréhensible. Donc comparable à celle d'une masse, donc ce qui est intéressant là c'est le côté masse, masse, charge. Donc souvent on dit j'ai pris un coup de massue sur la tête. Mais aussi l'ascenseur. Oui, tout à fait. Qui permet d'expliquer certains comportements au niveau de la masse. Et on en a déjà parlé, mais on est sur une planète dans laquelle il existe la gravité. Donc quelque chose sur lequel il y a la gravité, ça sous-entend qu'on est dans une planète où la masse, la loi de masse existe, fonctionne, mais en même temps, on est éduqué avec la fameuse phrase « Fais attention, ce que tu fais, c'est grave ». Donc c'est grave, c'est lourd, et c'est aussi quelque chose qui a un lieu avec la masse et avec les charges. Donc notre éducation est empreinte aussi de charge. Contrairement à la masse, la charge électrique peut prendre deux formes que l'expérience amène à considérer comme opposées. On les qualifie arbitrairement de positives et négatives, donc c'est pour ça qu'on regardera justement. Il y a des charges qui peuvent aider et des charges qui peuvent embêter, donc qui peuvent être plus destructives que constructives. Et après on regardera quel type de charges peuvent être constructives aussi, parce qu'on regarde souvent ce qui ne va pas, donc les charges destructives, mais on regarde peu celles qui sont intéressantes. Donc c'est bien de regarder aussi celles qui peuvent aider. Les charges électriques. La charge électrique a été découverte par les Grecs anciens qui constatent que le frottement de la fourrure sur diverses substances telles que l'ambre produit des déséquilibres de charge électrique. Donc le côté déséquilibre est important à savoir. Est-ce que nous, on peut avoir en nous certains déséquilibres comme ça et qui ont pu déjà être vérifiés ou compris ou abordés? Quels sont les circuits électriques que l'on peut avoir, que l'on peut connaître et qui pourraient, par charge, soit émotionnelle, soit électrique, soit magnétique, soit physique, pourraient nous influencer? Quelles seraient celles-ci? Quels seraient les domaines que vous connaissez qui peuvent nous influencer? Donc, par exemple, il y a longtemps, c'est plus d'actualité aujourd'hui, mais ça fonctionne toujours, c'est les fameux biorhythmes. On a donc des biorhythmes physiques, émotionnels, intellectuels, spirituels, et on est tantôt dans un sommet de vague, tantôt dans un creux de vague. Donc si je le symbolisais un petit peu, on aurait notre corps avec un domaine qui est plus physique, un autre domaine qui est émotionnel, et puis un domaine qui serait intellect, et plus après spirituel. Par rapport à ces domaines-là, donc tout le corps, c'est décomposé juste pour comprendre, mais tout le corps est entièrement matériel, on a de la chair partout, on peut être émotionnel partout, et tout notre corps est intelligent, toutes nos cellules sont intelligentes des pieds à la tête. Donc là, c'est juste pour comprendre. Donc, à ce niveau-là, si on reprend les fameux biorhythmes, et si on s'amusait à les dessiner sur une échelle, on a au niveau physique, tantôt des sommets de vagues, tantôt des creux de vagues. Et puis on a la même chose au niveau émotionnel, mais souvent c'est beaucoup plus rapide, parce que le physique est beaucoup plus lent. Et on a la même chose au niveau intellect ou spirituel, mais encore beaucoup plus rapide. Parce que c'est encore moins matériel, donc une fréquence beaucoup plus haute. Et par rapport à ça, ce qu'il est bien de regarder, c'est à quel endroit est-ce que l'on a des superpositions. Le jour où on a toutes les courbes en haut, ça veut dire que pour nous tout va bien. Et inversement, le jour où on a toutes les courbes en bas, ça veut dire que là, on doit se mettre dans un coin et attendre que ça passe. Après la pluie, le beau temps.
Donc déjà, simplement, on a des charges en nous, et les femmes le sentent beaucoup plus par rapport à leurs hormones que les hommes, mais les hommes ça existe aussi, mais à moindre influence. Donc on a aussi ces fameuses charges physiques qui peuvent nous influencer. Donc c'est bien de le prendre en compte, parce que souvent on l'oublie, et puis on met la faute sur Pierre, Paul, Jacques, alors que nous-mêmes, dans notre corps, de façon naturelle, on se décharge. Donc les cycles que les êtres humains, donc plus les femmes vivent, sont quelque chose fait aussi pour se décharger. Donc ça sous-entend que le reste du temps, elles se chargent. Et oui. Donc c'est pas forcément anormal. Si on pousse plus loin, ce qui est porté ou peut être porté par un individu, un animal, un véhicule, donc une charge. Donc les charges, on les retrouve à différents niveaux. Mais dans le langage commun, on peut l'appeler ça un poids, un boulet, ou avoir l'estomac chargé, ou avoir une surcharge pondérale, ou avoir du surpoids, ou avoir de l'embonpoint. Et l'embonpoint, c'est l'état d'une personne bien en chair. Donc on s'aperçoit que plus on est dans la matière, que ce soit la chair ou des matériaux, et plus on a de la facilité à se charger physiquement, parce que cette matière-là met beaucoup plus de temps pour se modifier. C'est-à-dire que notre corps se change en 7 ans, au fur et à mesure des 7 ans, et il renouvelle toutes ses cellules, donc y compris les plus denses, celles des os. Mais les plus denses mettent plus de temps à se renouveler que les plus fluides. Donc ça c'est au niveau physique, mais après c'est la même chose au niveau émotionnel, la même chose au niveau intellectuel et spirituel. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on veut arrêter une mauvaise attitude, ou éventuellement quelque chose qui nous dérange, on aimerait bien le faire du jour au lendemain. Si on y a déjà travaillé depuis longtemps, ça va se faire, presque du jour au lendemain, mais si on commence à peine, il y a des cycles des fois qui durent 7 ans et qui permettront que ça se fasse. Donc des fois il faut prendre un peu de patience, faire ce que l'on peut pour accentuer la chose, et des fois nos cellules, vu qu'elles mettent 7 ans pour se changer, elles ne vont pas aller beaucoup plus vite. Donc pendant ce temps, on peut aider, parce qu'on peut attaquer le problème sous différents angles, mais au fur et à mesure, ça se fait. Des fois, on est impatient, on veut que ça se fasse en 1 mois, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Et si vous perdurez, si vous tenez le coup, ben, ça se fait au maximum en 7 ans. Donc on a aussi le côté corvée, le côté devoir. Et puis j'ai mis une petite phrase de Sénèque, c'est-à-dire cette personne qui a pu dire à un moment, légère est une charge qui fait d'autrui un débiteur, et lourde, elle en fait un ennemi. Donc ça c'est une phrase passe-partout, mais dans les deux cas, qu'elle soit légère ou lourde, elle a quand même son poids. Donc dans les deux cas, là, elle est destructeur. Il y en a une qui est un peu moins destructrice, la première, la deuxième est plus lourde, donc plus destructive, mais on n'a pas dans cette phrase quelles sont celles qui sont constructives et qui peuvent nous aider à nous alléger. C'est-à-dire que si au début on est dans celle-ci, ben c'est sûr que notre vie est beaucoup plus lourde. Si on arrive à passer dans celle-là, elle sera moins lourde, mais ce n'est pas la finalité. C'est juste une étape intermédiaire. Alors, jusque-là, avant d'aborder d'autres points, qu'est-ce qui peut vous venir comme idée ou comme question par rapport à ces fameuses charges? C'est apprendre à les alléger, mais pas trop non plus. Apprendre à les alléger. Alors, il faut apprendre à les alléger, mais pas trop non plus. Ben oui, parce que là, à travers la charge, à travers ce que je lis, je pense que beaucoup, on a des charges, on se sent avoir des charges lourdes. Pour aller un petit peu dans votre sens, mais comme on a vu que ça met un certain temps, pour certaines personnes ça peut aller beaucoup plus vite et pour d'autres plus doucement, mais il faut occuper son temps à faire des choses actives, donc il n'y a pas de problème. Si on regarde par rapport à des charges, j'ai une personne qui est plus passive, donc éventuellement qui est plus lourde, qui a plus de charges, et une personne qui est plus active, éventuellement qui en a moins, parce que justement elle va plus vite, parce qu'elle est plus active. Celle qui est plus lourde a tendance à se laisser aller, à se laisser emporter. Et éventuellement, il y a une limite qu'elle ne peut pas dépasser, parce que si elle dépasse cette limite, elle peut même en décéder, elle peut même en mourir. Et l'autre partenaire décide d'essayer de l'en sortir, mais pour l'en sortir, involontairement, il l'accompagne, puisqu'il cautionne sans le vouloir, et puis il essaye de l'aider.
Et au bout d'un moment, celui qui est un peu plus actif, donc un peu plus réfléchi, dit s'il continue, on ne va pas en perdre un, mais on va en perdre deux. Donc il décide, il fait le compte, si on veut dire s'enfuir, c'est une façon de faire, mais de changer de cap. Et lorsqu'il décide de changer de cap, 9 fois sur 10, que fait l'autre? L'autre, il le suit. Pourquoi? Parce qu'il suit l'étoile, il suit le référent, il suit celui qui est le plus haut, celui qui... Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de se retrouver seul. Donc, celui qui est le plus chargé, on a des tendances à les suivre, mais au bout d'un moment, on ne le fait plus. Parce qu'on s'aperçoit que le calcul ne va pas. Donc, on se retrouve souvent dans cette forme de yo-yo, cette forme de vague qui fait qu'on passe d'un extrême à l'autre. Si on reprend d'autres types de charges. Donc, on va mettre deux situations, une situation A et une situation B. Ces situations, A et B, on a deux personnalités, comme tout à l'heure. On en a une qui est un peu plus passive et qui, comme on dit dans la population courante, c'est une personne qui a deux tensions. Quoi qu'il se passe, elle a deux tensions. Le jour, la nuit, demain, après-demain. Et puis, on a une qui a plus d'énergie, c'est-à-dire que sur 10, elle a 8 de tension. Donc, elle se situe ici. Celle qui a 2 de tension dans la situation A, donc qui se trouve ici, comment se sent-elle par rapport à l'autre? Passif et... Vu que l'autre est considéré un petit peu comme une étoile, comme quelqu'un qui a la tête hors de l'eau. Ça peut être un modèle. Donc l'autre, elle se sent comment, celle qui a 2 de tension? Elle va... Oui, donc elle est au fond. Elle remonte. Elle se sent coulée. Ben, normalement, oui. Mais vu qu'elle a tout le temps de tension, quoi qu'il se passe dans sa vie, elle ne peut pas remonter parce qu'elle n'a pas cet apprentissage. Et vu qu'elle se sent délaissée, seule, Il descend encore plus. elle a tout le temps de tension. Quoi qu'il se passe. C'est l'expression populaire. Hein. Elle a deux tensions, quoi qu'il se passe. Donc, généralement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle culpabilise l'autre sans le vouloir. Parce qu'elle reste à ce niveau-là. Et l'autre, comme on l'a vu, l'autre veut l'aider. Donc, pas lui apprendre à pêcher, mais pêcher pour elle. Donc, cette distance fait que celle-ci se retrouve souvent sans le vouloir, même des fois toute seule culpabilisée, et l'autre essaye de l'aider. Et elle descend dans son giron. Ce qui fait qu'on retrouve tout le temps ces fameuses vagues. Et par rapport à ça, ma question suivante est celle-ci. Entre la situation A et la situation B, quelle est la meilleure des situations? Est-ce A ou B pour les deux personnes à la fois? Quelle est la meilleure des situations et pourquoi? B, puisque ça lui permet en fait de redevenir plus active et de sortir de son état de tension. En fait. Alors, on pourrait imaginer B, mais je vais être un peu embêtant et je vais dire que c'est A. Donc, pourquoi A? Pourquoi? Parce que dans A, on a un référent, on a quelqu'un qui se distingue. Tandis que dans B, on a les deux personnes dans le même marasme. Donc, ce qu'on appelle dans les mêmes dans la même somatisation, dans la même boucle. Et la deuxième chose, c'est que si j'additionne l'énergie des deux premiers, 8 et 2, j'ai 10. Si j'additionne l'énergie des deux suivants, 2 et 1, j'ai 3. Donc ici, j'ai un couple à 3 d'énergie, ici, j'ai un couple à 10 d'énergie. Mais je voyais pas la situation B comme ça en fait. Je croyais, je me suis trompée, je pensais que c'était au moment où ça allait remonter en fait. Souvent, oui, on entend ça, mais en fait, c'est dans la situation. Non, parce que sinon, effectivement, qu'ils soient tous les deux en bas, c'est... Tout à fait. Donc c'est aussi pour montrer qu'on peut s'alourdir tout seul, on peut prendre des charges sans le vouloir, on peut se charger pour faire plaisir à l'autre, ou en étant culpabilisé, ou manipulé par l'autre. Alors, est-ce que ça vous donne d'autres idées? Alors, on peut se charger de différentes façons, on peut se charger aussi émotionnellement. Par exemple, sans le vouloir. Les enquêtes ont été faites là-dessus, je vous en donne une maison. Ça se passe la nuit. Il y a une cheminée qui fait de la fumée, et donc qui chauffe. Et puis dans cette maison, ça se passe la nuit. Il y a une famille, dont un couple, et puis 3 enfants. Et dans ces 3 enfants, il y a aussi un bébé. Ça se passe la nuit, tout le monde dort à l'étage. Et dans la nuit, la cheminée met le feu. Le feu va très très vite, en quelques secondes, en quelques minutes, ils ne peuvent plus descendre.
mais la fumée les réveille, heureusement, et ils essayent de sortir, ils ne peuvent pas, ils se retrouvent coincés en haut. Donc soit ils restent coincés en haut et ils brûlent définitivement, soit ils descendent. Donc le père trouve une solution, il fait descendre sa compagne par la fenêtre, il fait descendre un premier enfant, un deuxième enfant, et le bébé, le troisième. Tout le monde sort sain et sauf, malgré l'incendie, la maison totalement brûlée. Quelque temps après, on fait l'évaluation du trauma. Entre le père, la mère, le premier enfant, le deuxième enfant, puis le bébé. Quel est celui qui est le plus traumatisé, donc il y a le plus de charge, quel est celui qui est le moins traumatisé, donc celui qui a le moins de charge, d'après vous. C'est le déchet qui est la charge. Le plus traumatisé et le plus passif, donc le bébé. Le moins traumatisé et le plus actif, celui qui a le plus agi. C'est pour ça que dans toutes les philosophies, et même dans la thérapie, c'est pas une question de se rappeler, mais parce qu'après, le bébé, il y a aussi les autres enfants. Donc c'est le degré de progression. C'est-à-dire plus on est passif, moins on est actif. Donc plus on est passif, plus ça nous atteint. C'est la même chose au niveau du harcèlement, c'est la même chose au niveau de la manipulation. Plus la victime est passive, et plus le trauma est important. C'est la même chose à d'autres niveaux encore. Si on prend... c'est perdu. Passif actif. Ça reviendra peut-être. Oui. Passif actif, c'est ça dans la thérapie, ou même dans la philosophie, ou même dans les religions. On dit souvent, au lieu de t'occuper de toi, occupe-toi des autres. Donc ça veut dire que souvent les gens tournent en rond sur eux-mêmes, et au lieu de tourner en rond sur eux-mêmes, c'est bien qu'ils fassent des actions envers les autres, et d'une part ils s'ouvrent aux autres, ils se rendent dans le domaine actif, au lieu d'inverser leurs horaires, vivre la nuit et dormir le jour, ils se mettent donc en activité, et le fait d'être ouvert vers les autres, d'être tourné vers les autres, leur permet d'être moins traumatisés. Parce que plus ils sont passifs dans leurs difficultés, et plus ils subissent leurs problématiques de terrain. Alors, est-ce que ça vous donne d'autres éléments ou pas? Par rapport aux différentes charges, toujours. Les individus peuvent avoir des pensées ou des comportements plus destructeurs. Donc, pensée, comportement, émotion, destructeurs, qui tirent vers le bas, on va les appeler ça des petits diablotins. Et peuvent aussi avoir des pensées plus constructives, donc qui les tirent vers le haut, on peut appeler ça des anges. Ce sont des énergies aussi, mais ça peut être aussi des actions constructives ou destructives, ça peut être aussi des émotions, ça peut être aussi des regards, ça peut être aussi des paroles, ça peut être aussi des non-actes qui font que le fait de ne pas le faire par omission peut être constructeur ou destructeur. J'ai aussi d'autres individus. Cet individu n'est pas seul. Donc lui a aussi des actes ou des émotions ou des pensées qui peuvent être constructeurs ou destructeurs. Donc pourquoi c'est symbolisé sous forme d'ange et de diable? Parce que souvent, à nos enfants, on dit mon petit ange, mon petit diable. Nos enfants sont des projets, sont de la progéniture, projet. Et à chaque fois dans notre vie, tout ce que l'on fait partie de nos projets. Donc nos projets sont aussi nos enfants. Donc symboliquement représenté, c'est plus facile à comprendre, mais les enfants, les petits diablotins, ils aiment bien jouer avec les diablotins, et les anges aiment bien jouer avec les anges. Donc ils se rencontrent, ils se ressemblent, ce qui fait que très souvent, énergétiquement, magnétiquement, il n'y a pas de hasard. On s'est rencontrés bien avant par rapport à nos énergies que l'on se rencontre physiquement après. Donc on prend aussi des charges bien à l'avance. Donc ces charges, on peut les prendre même avant de se rencontrer, en fonction de ce que l'on a mis dans nos critères de rencontre. Si on regarde différemment, une fois, une personne, c'était une femme à ce moment-là, mais ça peut être un homme, est venu me voir et me dire, voilà, j'étais avec un homme, cet homme au niveau intellect, mathématiques, logique, cartésianisme, spiritualité, il était assez nul, 0 sur 20. Au niveau cœur, sentiment, tendresse, émotion, passion, amour, il était nul aussi, 0 sur 20. Et au niveau physique, sport, sexualité, finance, matière, il était super fort, 20 sur 20. Et au bout d'un moment, je n'ai pas pu rester. 10 sur 20. Au bout d'un moment. Non, ça fait... Ça prend.
Au bout d'un moment, elle a dit, bon, je n'ai pas pu tenir, j'ai lâché, ça ne me correspondait plus. Et la question qu'elle pose, c'est pourquoi est-ce que j'ai rencontré un homme comme ça? C'est la même question que je vous pose. Pourquoi cette femme a-t-elle rencontré un homme comme ça, d'après vous? Parce qu'elle avait 20 sur 20, À ce moment-là, les deux elle était premiers et 0 l'autre. Alors, plus précisément, c'est parce que l'homme qu'elle avait avant, au niveau intellect, mathématique, logique, spiritualité, était très fort, il avait 20 sur 20. Au niveau cœur, sentiment, tendresse, amour, passion, il était très fort, il avait 20 sur 20. Au niveau physique, sport, sexualité, finance, matière, il n'avait rien, il avait 0 sur 20. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle est allée chercher ce qui lui manquait, en oubliant ce qu'elle avait. On s'amuse tout le temps à faire ce type de yo-yo. Donc, il est important, avant les rencontres, quelles qu'elles soient, un homme, une femme, un patron, un employé, un projet, un voyage, un déménagement, de savoir ce que l'on veut. Mais pas que ce qu'il nous manque, mais aussi tout ce que l'on a. Et on arrive à avoir 20 sur les 3. C'est pas mal la question. Oui, les Si on optimise énormément. On va en parler. Est-ce qu'il y a une réponse? On va en parler, c'est une histoire de liberté. Donc, on va en parler, c'est une histoire de liberté. Donc, par rapport à ceci, par rapport à cette liberté, quand on est enfant, nos parents, pour qu'on puisse aller vers l'autonomie et l'indépendance, donc vers la liberté, vers le 20 sur 20, se débrouillent le plus possible pour que chaque enfant ait une chambre à lui. Donc une chambre, c'est une pièce de créativité. Et normalement, lorsqu'on est adulte, on devrait avoir la même chose. Une chambre, une pièce de créativité, quelle qu'elle soit. Et après, il y a les lieux communs, dans lesquels on peut avoir la cuisine, les chambres, les salons, les séjours et autres. Mais ces pièces de créativité sont importantes. Pourquoi? Parce qu'on a tantôt quelqu'un qui peut être très rigide, très maniaque, et puis quelqu'un d'autre qui peut être très bordélique dans tous les sens. Donc, souvent, on s'attire comme ça. Les opposés s'attirent. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît chez l'autre quelque chose que l'on voudrait acquérir. Mais le but, c'est pas d'acquérir à 100%, c'est d'acquérir la partie qui nous correspond. Donc, celle qui est ici très rigide, si elle va aller voir comment vit l'autre, elle va acquérir quoi? Pas le bordel qui est en face, parce que c'est ce que l'autre est, mais la souplesse. C'est pour ça. Donc, mais par contre, si elle veut acquérir le bordel, au bout d'un moment, tout disjoncte, parce que ça ne peut pas se mettre. Et inversement, celle qui est justement plus bordélique, si elle a rencontré quelqu'un de rigide, c'est pas pour apprendre la rigidité, sinon ça disjoncte aussi, c'est pour apprendre plus de rigueur. Donc chacun doit faire la moitié du chemin. Donc l'histoire des charges de la liberté, pour avoir ce fameux 20 sur 20, il faut pouvoir regarder, il y a la vie de l'un, il y a la vie de l'autre, et la vie de couple, quel que soit le couple, homme, femme, parent, enfant, patron, employé, moi et un projet, moi et un animal. Et tout ça fait un global. Et très souvent, quand on se met en couple, ou lorsque l'on fait un projet, la seule chose qui compte, c'est quoi? C'est cette zone-là. Et tout ça est oublié. Donc tout ça étant oublié, parce qu'on a fait des concessions constructives ou destructives, surtout destructives, on n'arrive plus à s'en sortir parce qu'on s'est coupé un doigt, puis un bras, puis l'autre main, puis l'autre pied. Ça s'appelle du non-organe, se couper. Et il n'y a pas plus grand amour que de faire du non-organe. Les gens qui sont capables de donner leur organe, ils ont un amour immense. Donc si mon partenaire est capable de se couper des membres, ben, je reconnais qu'il a un très grand amour pour moi. Et puisqu'il est capable de faire ça, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas non plus. Il me montre l'exemple, et donc je vais faire la même chose. Parce que je n'ai pas plus grand amour que ça. Est-ce que ça vous donne des idées par rapport à ces fameuses charges? Si on pousse un petit peu plus loin, on a quelqu'un de féminin, et on a quelqu'un de masculin. Ça peut être une femme, un homme, ça peut être aussi un homme, une femme. Parce que tantôt, les femmes peuvent être masculines et les hommes peuvent être féminins. Donc l'un ou l'autre, c'est quelqu'un de plus passif et quelqu'un de plus actif. C'est symbolique. Ces deux personnes ont des directions dans leur vie avec des objectifs, conscients ou inconscients. Très souvent, ils sont inconscients. Mais ils ont des objectifs. Ces gens se rencontrent, se rencontrant, ils s'apprécient, ils désirent se rapprocher, ils vivent ensemble. À ce moment-là, ils décident de trouver un lieu commun, un appartement, une maison, un logement, etc. Ils trouvent quelque chose. Et chacun arrive avec son déménagement. Et on va prendre une petite partie du déménagement, on va tout prendre. Et on va prendre, comme par hasard, les vêtements. Donc,
madame arrive avec une batterie de placard de vêtements, et monsieur arrive, lui, avec 10 batteries de placard de vêtements. C'est pas possible? Bah si, c'est possible. Alors pourquoi? Parce que c'est bien d'étudier les extrêmes. Parce que quand on n'étudie pas les extrêmes, on reste entre deux eaux, c'est des eaux troubles, et on ne voit pas vraiment les différences. Donc c'est bien d'aller voir ce qui se passe dans les extrêmes pour comprendre. La question ici, comme on a pu un petit peu le voir tout à l'heure, c'est que dans l'être humain, il y a 3 stades, mais il y a aussi les fameux 2 stades, masculin et féminin. Donc la raison et l'intuition. Le masculin et le féminin, l'actif et le passif. Pourquoi? Par exemple, au judo, c'est celui qui est dessus qui gagne, celui en dessous qui perd. On a le fort et le faible. D'ailleurs, on a dit sexe fort, sexe faible, et ainsi de suite. Donc, dans tous ces archétypes dans lesquels on a été bloqué, la question que je vous pose, c'est qui va faire la lessive et le repassage dans ce couple? Très souvent, c'est la femme. Et dans la majorité des cas, on ne parle pas des exceptions qui sont ici, on a dit, on parle des gens qui sont dehors. Donc, ne vous sentez pas visés. Vous n'allez pas faire ça. Alors, c'est la femme qui va prendre les 10. Mais ça veut dire que si elle s'amuse à prendre les 10 et à mettre les 10 ici, ça sous-entend quoi? Elle se prend une charge, non, elle est à 11. Oui, mais pour pouvoir faire ce transfert, il faut qu'ici, il y ait quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait ici? Mais elle met de côté Elle met de côté ses propres objectifs, justement. Non plus. Non, non. J'enlève ce que j'ai dessiné. Ah. D'accord, j'enlève ce que j'ai dessiné. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des objectifs là? Non. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi le vide? Ça veut dire qu'elle est dans le vide? Ça veut dire quoi? Elle stagne, en fait, à cause de cette nouvelle charge. Non, ça veut dire que cette femme a de la liberté, de l'espace. Elle a Ah, beaucoup il y en a d'espace. pas. Non, mais c'est oui. Elle a beaucoup d'espace, elle a beaucoup de liberté. Donc, pour un transfert de charge, si je veux transporter des conteneurs sur un bateau, ben, s'il n'y a pas la place, je ne mettrai jamais les conteneurs. Pour que les conteneurs soient transférés, il me faut de la place. Donc de l'espace, donc de la liberté. Donc si cette femme les prend, ça veut dire qu'elle a de la liberté. En les prenant, ça veut dire que sa liberté, qu'est-ce qui arrive à sa liberté? Elle la perd. Elle la perd. Quelqu'un qui n'est pas libre, c'est considéré comment? Il est esclave de quelque chose. Esclave. D'accord. Donc, le côté féminin disparaît totalement, puisque ce n'est plus une femme, c'est un esclave. Maintenant, si je m'amuse à continuer, de 10, ça passe à 0, de 1, ça passe à 11. Okay. Mais l'homme, il est considéré avoir beaucoup de force. Et vu qu'il a beaucoup de force, ben, il en rajoute 10 de plus, quelques semaines après ou quelques mois après. Cette femme qui est passée de 1 à 11, en fait, elle était une femme, mais elle est devenue ma mère aussi. Parce que c'est ma mère qui me fait mon linge et mon repassage. Il me dit, mais non, ne t'en occupe pas, je m'en occupe. Et semaine après semaine, mois après mois, année après année, à chaque fois que j'en rajoute, elle me dit, ne t'en occupe pas, je m'en occupe. Bon, on va s'arrêter, mais on s'aperçoit que d'un côté on a 0, de l'autre côté on a 41. Si j'additionne 0 et 41, vu que l'autre est la moitié de moi-même, ça me fait toujours 41. Même si je crois avoir 0, en fait mon partenaire est important et ses charges sont les miennes. D'ailleurs, on en parlera par rapport à quoi? Par rapport à ceux qui veulent se marier ou vivre avec quelqu'un qui a un dossier de surendettement. Donc on verra que les charges de l'autre deviennent les siennes très rapidement. On prend peu. Alors, Je prends peu. on s'aperçoit qu'on perd sa liberté. Donc il y a des gens qui ont dit, mais nous on a compris, on ne fait pas cette erreur-là. On a tout compris. Et puisqu'on ne fait pas cette erreur-là, nous on fait moitié-moitié. Alors, moitié-moitié, ça donnerait quoi? Ça donnerait 10 et 1, 11. 11 divisé par 2, 5,5. Donc il doit me rester 5,5 ici. Pour qu'il me reste 5,5, il faut que j'enlève 4,5. Pour faire simple, j'enlève 5 pour mes calculs. Ces 5 ici, je les enlève et je les mets là. Donc ça veut dire que je n'ai plus une esclave complète, j'ai la moitié d'une esclave. Donc il y a des hommes qui préfèrent avoir une femme à moitié esclave plutôt qu'une femme totalement libre. Donc de 5, ça passe à 0, et ici de 1, ça passe à 6. Mais cet homme a toujours beaucoup de force, et il en rajoute 5 de plus. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, il continue à en rajouter beaucoup, toujours. Donc on reprend le même calcul, la même façon de faire. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'on arrive bien à la moitié des charges, 21 au lieu de 41. Mais si on pousse plus loin l'observation, on s'aperçoit
s'il vous plaît, que cela se sépare au bout de 5 ans, cela se sépare au bout de 10 ans. C'est plus long. Voilà, Mais- donc simplement reculer. Ça arrive. Et C'est on une parle. vue l'échéance. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre solution? Il garde ses cheveux. Moitié-moitié. Même pas, il parle Il a fait un fer à repasser. La solution? Il apprend à s'assumer tout seul. Voilà, Moitié-moitié. une personne après l'autre. On vient de faire moitié-moitié. Non, c'est pas Ah oui, elle est partie sur ces moitié-moitié. Oui. Mais Vous ne suivez pas, je suis désolé, ça c'est bien que vous arrivez à parler, vous suivez. la moitié de elle. Non, alors la troisième solution extrême, c'est chacun garde ses charges. Lui, il garde les 10 et elle garde le 1. Pourquoi? Parce que si moi je suis cet homme qui rencontre une femme qui est 10, ce que j'aime chez elle, c'est sa liberté. D'accord? Donc, si je lui prends, donc si je suis cet homme qui veut à tout prix lui prendre parce que je l'aime, parce que, comme vous avez dit, ça serait bien que j'ai une femme de ménage, mais je veux que ce soit ma femme. Mais c'est femme plus de la ménage. femme qui l'a Mais rencontré. il y a un manque de respect là. Je suis d'accord. Mais on va venir après dans l'éthique. Pour l'instant, on reste sur la pratique et sur la forme. Et on montera dans l'éthique. Tout à fait. Donc, je vais être, comme vous le dites, cet homme irrespectueux. Donc, je suis cet homme irrespectueux, je cherche à tout prix une esclave. Mais cette femme, ici, a conscience de sa liberté et ne veut pas perdre sa liberté. Donc, moi, cet homme, je veux, mais elle, elle ne veut pas. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Ben, à chaque fois que je lui demande, elle ne veut pas. Qu'est-ce qui se Ah oui. passe? Je vais finir par accepter, non? Non, non plus, ça va clasher. Bah oui. D'accord? Parce que si elle accepte, on se retrouve dans un de ces cas. Ouais. Donc, elle n'accepte pas, et si elle n'accepte pas, moi qui cherche à tout prix une esclave, ben, on va se séparer et je vais en chercher une autre ailleurs. Donc ça, c'est dans le cas où je suis cet homme irrespectueux, bourreau, imbécile et autres. Si, Ça existe. à ce moment-là, non, ça n'existe pas, oui. Si, à ce moment-là, je peux être un peu plus intelligent. Et puis elle me dit non, bon, ben, je peux prendre la solution que vous avez dit, je prends une femme de ménage. Et je l'appelle, sans prendre sur son compte elle, parce qu'en plus il faudrait que... Ah oui. Donc, Ah oui. ou alors, éventuellement, je m'en occupe, parce que je peux ne pas avoir les moyens. Si je m'en occupe, donc si vous vous amusez à prendre, à sortir à deux, avec un qui a un sac à dos d'1 kilo et l'autre qui a un sac à dos de 10 kilos, et que vous allez faire une marche toute la journée, Ah oui. que se passe-t-il? Il va être en décalage, il va être en retard toujours par rapport à elle. Amusez-vous à deux à prendre un sac à dos d'1 kilo et l'autre un sac à dos de 10 kilos, vous verrez qu'au bout d'une heure, celui qui a 10 kilos sur le dos, il dit Il je reste peux pas plus derrière. loin. Il peut plus. Non, même pas, il dit je Il m'arrête. s'arrête. D'accord, Bah, il c'est même pas comprendra derrière. qu'il- Il n'y a même pas de décalage. Vraiment, il n'en peut plus. Non. 10 kilos, c'est pas possible. Donc, il arrête d'avancer. Mais au bout d'un moment, s'il a un peu d'observation du jeu, il va se dire mais comment ça se fait que moi je suis en sang, en sueur, je suis épuisé, et l'autre il est frais comme un gardon. Comment ça se fait? Il va peut-être commencer à se poser des questions. S'il se pose des questions, il va commencer à dire mais quelle technique utilise l'autre? Quelle est la différence entre l'autre et moi? Et s'il se pose bien des questions, il va passer de 10 à 9, de 9 à 8, de 8 à 7, jusqu'à arriver à 1. Et à ce moment-là, il aura bien appris l'un de l'autre. Mais c'est possible que si on laisse les charges à l'autre, si à chaque fois on lui enlève, comment voulez-vous que celui-ci qui a les charges en ait conscience? Il ne peut pas en avoir conscience. Donc quand on lui enlève les charges qu'il a, ben, il est normal que pour lui tout aille bien et qu'il ne se remette pas en question. Eh oui. Donc c'est toujours du 50-50 au niveau des causes, pourquoi, comment. Il est bien que vous puissiez laisser les charges pour que l'autre en ait conscience. Maintenant, il y a 3 exceptions aux charges, c'est-à-dire un enfant dans l'éducation ou un adulte qui fait une formation où on peut lui enlever les charges, on doit lui enlever les charges pendant le temps de sa formation, plutôt que ce ne soit pas extensible, parce que s'il n'y a pas une date de début et de fin, ça va continuer et vita aeternam. 2, une maladie. Donc c'est pareil, si la maladie elle dure un certain temps court, ça va, mais si elle dure la vie, il y aura des problèmes. Et 3, une femme enceinte, au moins toute la grossesse, plus 2 à 3 ans après la naissance, qui est important pour l'enfant et pour la mère. Donc c'est les 3 seules exceptions, après il y a des cas très particuliers, mais c'est des exceptions courantes. Donc par rapport à ces charges, c'est une façon de comprendre, justement, les habitudes que l'on a, et comment pouvoir les modifier. Maintenant, on a vu tout à l'heure que ça dépend de la première note de musique que l'on met dans la relation. Quel est le contrat d'origine? Qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on a expliqué chacun son propre contrat? Et est-ce qu'on a regardé quel contrat on voulait ensemble? Mais très souvent,
On ne regarde pas tout ça. Comme on a pu en discuter souvent ici, on ne regarde pas parce qu'on est dans le moment présent, on est dans l'amour rend aveugle, tout va bien au meilleur des mondes, on est en haut du sommet de la vague, et on ne va pas plus loin pour regarder quelles sont les qualités que l'on pourrait développer ensemble, celles qui sont acquises, celles qui sont en cours de développement, ou les futurs potentiels. Et on ne regarde pas non plus les défauts que l'on a. Parce qu'il y a certains défauts, on est souvent voué à les faire disparaître, mais si on n'en parle pas, et si on ne veut pas les faire disparaître, et que l'autre, lui, veut évoluer, au bout d'un moment, il va y avoir un certain clash. Parce qu'on ne veut pas avancer, on ne veut pas évoluer. Par rapport à ça, on peut faire un schéma qui explique cela. Et c'est un petit peu, vous connaissez l'expression charger la mule. Ça veut dire quoi cette expression charger la mule? Alors, si on la symbolise gentiment. J'ai quelqu'un de plus passif et quelqu'un de plus actif. Souvent le plus actif est celui qui tire. Et les deux avancent parce que celui qui est actif a plus de force que le passif. Donc le résultat, c'est bien que tout le monde avance. Mais si le passif charge trop la mule, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On va baisser la tête. Qu'est-ce qui se passe L'actif, il a plus de mal à tirer. Ah oui, Oui, mais c'est de la mécanique, hein, c'est de la mécanique pure. ça va freiner. Ça va casser. Voilà, ça casse. D'accord? C'est pour ça qu'on dit l'expression charger la mule, au bout d'un moment, ça casse. Donc le lien, il casse. Et quand ça casse, vu qu'il y a une réaction mécanique, celui-ci, le A, part très très rapidement, parce qu'il était dans l'élan, et l'autre, toujours dans l'élan, lui aussi progresse. Il arrive là, parce qu'il y en a un qui progresse d'un cran, tandis que l'autre progresse de 2 crans. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe les réactions en chaîne qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que le passif va trouver encore plus passif que lui, qui va lui faire subir à lui ce que lui a fait subir à l'autre, et l'actif va rencontrer encore plus actif que lui, qui va lui faire subir à lui ce que lui a fait subir à l'autre. Donc on s'amuse toujours à faire du yo-yo, à rencontrer toujours l'opposé de ce qu'on avait, mais en changeant de caractéristiques ou de cas. C'est-à-dire, même si on était actif, on redevient moins actif de l'autre, donc plus passif. Et même si on était passif, on redevient plus actif que celui qu'on va rencontrer. C'est un peu le côté karmique, mais en même temps, réaction de force. Et tout ça, c'est toujours ce fameux yo-yo qui fait que on passe d'un extrême à l'autre sans le vouloir, et en même temps, on se retrouve en difficulté parce qu'on pense avoir fait la meilleure des choses, ce qui est vrai par rapport à nos connaissances ou par rapport à nos habitudes, mais qui nous embête souvent. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? On va regarder, préparez-les. Oui. Bah, en fait, d'après ce schéma, on devient toujours le passif de quelqu'un alors. Pour vous montrer que c'est vrai. Je mets une planche, d'accord? Ce qui est important, c'est toujours de prendre des exemples très courants et très simples. Je prends un clou. Et souvent, les clous, c'est fait pour aller dans les planches. Mais pour le mettre dans la planche, il me faut une massette avec un manche, et puis il me faut une main et un bras. Si je prends l'ensemble clou-planche, ben j'ai la planche qui est passive et le clou qui est actif. Si j'en prends l'ensemble masse-clou, j'ai le clou qui est passif et la masse qui est active. Si je prends l'ensemble masse-manche, j'ai le manche qui est passif et la masse qui est passive et le manche qui est actif. Si je prends l'ensemble main-manche, j'ai le manche qui est passif et la main qui est active. Donc on s'aperçoit qu'à tout instant, on est en effet actif-passif, actif-passif, actif-passif à la fois. Il y a toujours plus grand et plus petit que soi. C'est une évidence de la palisse. C'est pour ça qu'on nous dit aussi que les premiers seront les derniers. Ça veut dire quoi, les premiers seront les derniers? Ça veut dire exactement la même chose. Il y a toujours quelqu'un. Ça veut dire que quand on arrive en haut d'une pyramide, ben, on arrive au bas de la suivante. Donc les premiers seront les derniers. D'accord? Et même si on est le dernier, on est toujours le premier aussi quelque part. Le premier des derniers. Donc, en effet, il y a toujours le côté actif-passif. Donc, c'est pas anormal. C'est les théorèmes orientaux qui disent que, après, occidentaux, après le beau temps, mais
en Orient disent que si vous avez de très grands moments de plénitude, attendez-vous à de grands moments de chute. Et inversement, après les grands moments de chute, attendez-vous à des grands moments de plénitude. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de vivre dans les extrêmes. On fera regarder ce que c'est que ces extrêmes, mais là on est plus dans les charges. Alors, si on revient sur ce côté ici, ange et diable, c'est la même chose que l'histoire des diapasons. Donc un diapason, si on prend celui qui règle la note là, un diapason c'est un instrument qui sert à régler les instruments à cordes sur une note. Donc là, principalement souvent c'est le la, mais ça peut être d'autres notes. Si vous faites vibrer un diapason à la note la, à sa propre note, et que vous avez un autre diapason pas très loin, à une distance correcte, qui vibre à la même note, il va se mettre à vibrer sans qu'on le veuille, à la même note, sans qu'on le touche. La même chose entre des harpes, la même chose entre des instruments sensibles. Mais ça marche aussi avec des instruments moins sensibles. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine du bâtiment, lorsque on met des groupes électrogènes dans des bâtiments comme les hôpitaux ou autres, donc dans tous les centres, mais surtout dans le milieu médical, on essaye de mettre des groupes électrogènes de marques et d'années différentes. Parce que si on met deux groupes électrogènes d'une même marque, d'une même année, d'une même fabrication, il y en a un qui peut entraîner l'autre, et s'ils ont par hasard un défaut, ils vont entraîner le même défaut, et mécaniquement, ils s'entraînent l'un l'autre à vibrer à la problématique de celui qui a la problématique. Donc, on perd deux générateurs au lieu d'en perdre qu'un seul. Donc, y compris dans ces domaines de vibration, c'est connu mécaniquement, mais pas plus au niveau des énergies. Donc, au niveau des charges, on peut prendre des charges sans le vouloir à différents moments. C'est un petit peu le côté, quand on dit que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ça veut dire quoi, la goutte qui fait déborder le vase? Quand on en demande trop, Alors, tout à fait. on craque. J'ai un réservoir, et en fait, ça se entend que mon réservoir, il est plein en mécanique, même comme ça en mécanique. Hein, il a une petite, on ne veut plus le terme, de l'arrondi, qui fait que je mets une goutte de plus et tout coule. C'est l'effet papillon. Si je m'énerve après mon stylo maintenant, je remplis ce réservoir énergétique de haine qui est quelque part, et d'un seul coup, je déclenche une guerre ailleurs. Donc, la goutte qui fait déborder le vase veut dire que je peux, par une attitude destructive souvent, mais ça peut être constructeur, c'est-à-dire je peux très bien faire quelque chose de bien, et quelqu'un à côté de moi peut mal l'interpréter, parce qu'il n'est pas du même avis que moi, même si c'est bien. Et à ce moment-là, je peux créer un conflit, sans le vouloir, à côté de moi. Et à ce moment-là, la goutte qui fait déborder le vase, souvent, c'est la goutte. Donc avant, il s'est passé de multiples tâches. Donc si vous regardez dans votre propre vie à vous, quand vous vous énervez après quelqu'un, que ce soit quelqu'un de proche, de plus loin, ou un automobiliste qui vous embête, ben, très souvent, ça vous a gonflé déjà depuis un certain moment. C'est-à-dire que c'est pas lui. Il y a eu avant Pierre-Paul Jacques, hier Pierre-Paul Jacques, avant-hier Pierre-Paul Jacques, donc ça a monté, ça a monté, ça a monté, et puis lui qui passe comme par hasard, et celui sur lequel vous déversez tout. Donc si vous apercevez vraiment de ça chez vous, que la personne contre laquelle on s'engueule souvent est juste l'excuse, et qu'on s'engueule avec elle par rapport à tout ce qui s'est passé ce matin, cet après-midi, hier et avant-hier, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on va se faire engueuler, c'est jamais nous. C'est jamais à cause de nous, c'est toujours à cause d'autre chose. Donc si on se fait engueuler, il ne faut pas le prendre pour vous, puisque c'est toujours pour les autres. Donc c'est quelque chose d'important à savoir, parce que si vous le prenez pour vous, ben vous prenez toutes les charges de tous les autres que la personne a rencontrés. Et après vous dites, ben, c'est pas normal, mon copain, ma copine, mon ami, je le considère très haut, et puis voilà comment il me traite. Il me traite d'une façon bizarre, mais c'est pas lui, c'est tout ce qu'il a rencontré avant. Donc c'est bien de pouvoir regarder tout ça. Au niveau des charges, toujours. Qu'est-ce que l'on peut encore rajouter? Alors on a parlé tout à l'heure des charges solaires qui arrivent sur la planète et qui peuvent arriver à bloquer des centrales nucléaires. Mais en même temps, pour faire plus simple, ceux qui se ressemblent s'attirent.
Et est-ce que les opposés s'attirent aussi? Oui. Alors donnez-moi un exemple dans la vie courante. La femme. Oui, mais j'aimerais un exemple dans les 3 cas. Alors c'est simple. Si on prend simplement la politique, on n'en parlera pas, mais on prend la politique. Ceux qui sont dans certains partis attirent ceux du même parti, ceux qui sont de l'autre parti attirent ceux qui sont de l'autre parti, et ceux qui sont d'un parti critiquent ceux qui sont de l'autre parti. D'accord? Donc on s'aperçoit que ceux qui sont dans chaque parti s'attirent ensemble, plus moins, et en même temps se critiquent, donc attirent aussi les autres. Ça fonctionne. D'accord. Donc on peut arriver à prendre des charges simplement en critiquant quelqu'un. C'est pour ça qu'il est dit, il vaut mieux regarder la poutre qu'on a dans son œil plutôt que la plaie dans l'œil de quelqu'un d'autre. Parce que lorsque on critique quelqu'un qui peut nous sembler avoir une attitude négative, vraie ou fausse, on se charge, on capte toute sa problématique. Et au bout d'un moment, on devient encore plus destructeur envers soi, parce qu'on a joué dans ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le 2 de tension, la somatisation. On a joué dans ce qui est ici. Le 2 de tension qui est ici. D'accord? On est resté dans ces os saumâtres, dans le courbouillon. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à C'est ce qu'on... amusant, des fois justement, on se rend compte de ça quand il y a quelqu'un qui va commencer à dire, à déblatérer ou à faire des critiques, et en fait on se sent mal à l'aise, c'est-à-dire comme si ça commençait à porter un fardeau sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on en a marre d'entendre ces critiques et ces choses négatives, comme si ça pouvait nous atteindre en fait, effectivement. Alors oui, ça c'est bien comme exemple, mais vous avez pris un raccourci un peu important. Mais c'est exactement ça. Et ça va me donner l'occasion de détailler ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à ce ressenti et d'en avoir marre, il s'est passé des tas d'autres choses l'instant d'avant avec cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé avant pour qu'au bout d'un moment, son attitude fasse comme la goutte qui fait déborder le vase? Il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai pris rendez-vous avec cette personne. Elle est venue, ou je suis allé la voir. Et si je l'ai vue, ou si elle est venue me voir, c'est qu'il y a une attirance. Il y a une attirance envers les deux. Donc soit un envers l'autre uniquement, soit l'autre envers l'un uniquement, soit les deux. L'attirance, ça peut être quoi? Ça peut parce que peut-être j'aime cette personne parce qu'elle connaît bien l'histoire de la France, ou l'histoire de l'Europe, ou l'histoire du monde, et il me passionne, cette personne me passionne, parce que c'est un grand historien. Ou parce que la personne connaît tout sur l'astronomie, donc je suis intéressé par ça. Ou parce que la personne connaît tout sur les mathématiques, ou sur la psychologie, ou sur la mécanique des voitures. Donc je vais voir cette personne pour ça. Donc j'ai prévu d'aller la voir par rapport à ce qui m'intéresse. Et elle aime bien me recevoir parce que je suis intéressé, elle aime bien m'apprendre, donc tout le monde s'y retrouve. Mais inconsciemment, je suis allé la voir pour un certain temps. Je ne suis pas allé la voir pour 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Je suis allé la voir pour une demi-heure, 1 heure, 2 heures maxi. Mais au bout du moment, du temps inconsciemment que j'ai mis en place, pour lequel je suis allé la voir, on va imaginer 1 heure. Pourquoi? Parce qu'après, soit j'ai un rendez-vous, soit j'avais juste quelque chose à voir avec elle qui durait 1 heure, c'est déjà long, 1 heure. Au bout de ce temps-là, cette personne, soit qui est venue me voir, soit que je suis allé voir, vu que j'y suis allé pour me nourrir, sans le vouloir, elle me demande de rester un peu plus longtemps, pour se décharger, puisque en même temps, elle a appris. Donc elle m'a nourri, il faut bien qu'elle se nourrisse elle aussi. Donc, à ce moment-là, elle me nourrit, entre guillemets, avec ses poubelles. Donc, si je dépasse le temps que j'ai, pour lequel je suis allé, 9 fois sur 10, il se passe ce que vous avez dit. Parce que j'ai dépassé le temps. Et comme l'autre personne, dans sa vie, s'ennuie, elle est contente de me trouver pour pouvoir moins s'ennuyer. Donc, ce qui se passe, c'est que si je dépasse le délai inconsciemment que j'ai mis en place, ou consciemment, parce qu'au bout d'un moment, je dois mettre des délais conscients, il se passe ça. Si on le fait d'une façon plus soft et plus rigolote, c'est vous invitez des amis à la maison, et puis les amis sont tellement contents qu'ils restent. Au bout d'un moment, On n'en peut plus. voilà, vous n'en pouvez plus. Mais ils restent parce qu'ils vous apprécient, ils restent parce qu'ils vous estiment. Et puis vous leur dites pas non, parce que c'est pas... Parce qu'on n'a pas défini quand est-ce qu'on devait plus être à la maison. Donc il faut mettre les limites à quel moment? Avant qu'ils viennent, au départ. Voilà, avant qu'ils viennent.
Mais si vous dites, bon, on arrive à 8h et on part à 22h, il y en a peut-être beaucoup qui ne vont pas venir. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça marche. S'ils viennent vous voir, c'est pour le moment que vous leur donnez. Et si les autres ne viennent pas, eh ben, vous avez déjà fait un premier tri sur les sangsues, sur les poubelles et autres. Donc ça vous permet de prendre moins de charge. Et ainsi de suite. Alors, par rapport aux différentes charges. Donc ce qu'on évoque, ce sont des généralités. Hein. Il y a toujours un peu des cas particuliers et autres. Mais on s'y retrouve souvent. Si on va un peu plus loin, donc les charges, c'est aussi bien des charges que l'on peut prendre par différents éléments de notre personnalité. Donc, par rapport à nos différents sens. Tout à l'heure, on a parlé de charge pondérale, surcharge pondérale ou autre. Donc, ça peut être une charge physique, émotionnelle, intellectuelle ou spirituelle. Donc, quelles sont les charges au niveau physique que l'on peut prendre par tous nos sens? Parce qu'on a 5 sens connus, plus les sens inconnus. Donc, quelles sont déjà les charges que l'on peut prendre par nos sens connus? La nourriture. La nourriture. Donc, L'eau. déjà, ça s'introduit par la bouche. L'eau, l'air aussi, tout ce qui est... Alors déjà par la bouche, ces charges, pourquoi est-ce qu'on peut se surcharger avec des choses comme ça? D'où ça viendrait? Ça vient de l'éducation qu'on reçoit, Oui. d'accord, familiale, sociétale, publicité, et le mix qu'on fait de tout ça. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse arriver à alléger ces charges-là, envers et contre tous. Parce que si vous allez alléger ces charges-là, vous verrez que les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, les copains, les copines ne sont pas trop d'accord pour que vous le fassiez. Donc il faut pouvoir tenir un contre tous, comme les chevaliers. Donc ça c'est au niveau de la nourriture, au niveau de la bouche. Après au niveau du nez, qu'est-ce qu'on peut prendre comme charge? L'air. Oui. Des microbes. Par exemple. Au niveau des oreilles, qu'est-ce qu'on peut prendre comme charge? Le bruit. Oui. Oui. Quoi d'autre encore? Les copains, les copines qui viennent déblatérer. Oui, c'est ça. Okay. Toutes les choses négatives que l'on peut entendre. Vous n'êtes pas obligé de laisser vos copains, vos copines, vos parents, vos enfants dire des gros mots, c'est une charge, parler vulgairement, éventuellement cracher, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses que, de façon logique, de bon sens et d'hygiène, qui chargent l'entourage Et on l'a aussi et la par, personne elle-même. par les proches, mais aussi par l'entourage, mais aussi par la télé, tout ça, tous Oui. les trucs qu'on va recevoir en fait de l'extérieur. Voilà. Donc au niveau des oreilles, c'est ça. Donc on peut faire aussi le tri sur les programmes, etc. Donc par rapport à ça, on peut faire le lien avec les yeux. Qu'est-ce qui nous vient par les yeux? Les belles images qui peuvent nous faire Quelles sont les charges destructives qui peuvent nous venir par les yeux? La violence, Oui, la violence. les émissions, c'est ça. Voilà. La violence. Et ainsi de suite. On peut en rajouter beaucoup. Ça peut être, par exemple, plus loin, dans d'autres sens qui seraient l'intelligence, ça serait des principes dogmatiques, c'est-à-dire des principes dits sectaires, donc qui font que c'est bloqué. C'est-à-dire on nous fait croire que à ça, on n'est pas dans les voyages formant la jeunesse, on n'est que dans une seule façon de faire, alors que les voyages formant la jeunesse, ça veut dire qu'on est dans plusieurs façons de faire. Donc plus on a de boîtes d'outils dans notre boîte à outils, plus on peut trouver de solutions. Mais si on n'a qu'une seule solution et qu'on n'a pas voyagé, on ne pourra pas choisir, face à la problématique, quel type de solution je pourrais prendre, parce que j'en connais plusieurs. Si j'en connais qu'une, ça sera plus difficile. Parce qu'avec une, j'ai pas le choix. Avec deux, j'ai un peu plus de choix. Et plus je voyage physiquement dans des livres, dans des films, avec des copains, avec des copines, plus j'apprends, plus j'ai de solutions et plus j'ai de choix. Après, je peux prendre celle-ci, ou un peu de celle-là, ou un peu de celle-là, mais j'ai plus de choix que là. Donc on peut aussi être surchargé, tout simplement parce qu'on est trop étroit, par quelque chose qui est trop lourd et qui bloque, type des principes sectaires ou des principes de manipulation. La manipulation, c'est la même chose. Ou alors d'autres principes qui peuvent être l'amour en aveugle. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous avez, quels sont les points que vous aimeriez que l'on aborde encore sur ces sujets-là? Personne ne parle aujourd'hui. Hein. Je vais vous laisser écrire, je crois. Alors, une autre façon de voir. Souvent, dans la vie, on dit j'en ai marre, je suis en train de ramer. Ramer, c'est dans ma barque, et je ne vais pas très très vite. Je me fais des nœuds, je ne vais pas vite du tout. Vitesse 1, et j'en ai marre. Donc, je me dis, pour aller plus vite, je vais mettre à 2.
Et c'est vrai qu'à 2, on ne va pas 2 fois plus vite, mais 4 fois plus vite. Donc on va vraiment 4 fois plus vite. Donc à 2, c'est mieux. Mais si on ne voit pas à l'origine les différents programmes, si à l'origine on ne se réunit pas pour coordonner les choses, et qu'on s'amuse à ramer dans le même sens, alors on va tourner 4 fois plus vite en rond. Donc c'est important de pouvoir se réunir pour coordonner les éléments. Donc se réunir, ça veut dire se rencontrer, donc ça veut dire parler, ça veut dire communiquer, et ainsi de suite. Mais ça, il faut le faire dès le début. Parce que sinon, on se retrouve avec un qui rame, l'autre qui rame pas. D'accord, on se retrouve dans le schéma qu'on a vu juste ici, au niveau actif-passif, parce qu'il n'y en a qu'un qui rame et pas l'autre. Après, est-ce qu'il y en a qui soient plus doués dans un domaine que d'autres? Ok, mais il faut en parler. Alors, par rapport aux charges, dans un couple ou dans une entreprise, donc on va prendre l'histoire du couple qui est plus facilement compréhensible, mais c'est la même chose dans tous les domaines. Je peux, par exemple, rencontrer quelqu'un qui a un dossier de surendettement. Et je ne suis pas du tout au courant comment ça se passe, le dossier de surendettement. Donc je vais donner un dernier cas à rencontrer. Une femme qui a son travail, qui vit bien sa vie, qui voyage presque tous les 2 mois, et un mois ou 2 l'été. Qui rencontre un homme qui a un dossier de surendettement. Et la personne avec son dossier de surendettement, elle peut difficilement voyager, donc elle est plus ou moins bloquée. Il s'apprécie, pourquoi? Parce que lui voit qu'elle voyage, il aime voyager, il voudrait voyager. Elle, voyant qu'il aime voyager, n'étant pas au courant du reste, c'est la rue Michel, enfin, tout va bien, et elle dit, je vais pouvoir voyager avec cette personne-là. Mais en plus, cette femme avait des projets, puisqu'elle gagne bien sa vie, puisqu'elle était de diminuer son travail, donc de travailler plus qu'à 50%, et ainsi de suite. Se mettant avec cette personne-là, ne connaissant rien à la réglementation sur les finances et sur les dossiers sur endettement, un jour il se marie. Une fois marié, quelques mois après, qu'est-ce qui se passe? 1, elle ne peut plus voyager. 2, lui, qui voulait faire comme elle, se met à mi-temps, donc gagne encore moins d'argent. Elle, étant obligée de participer à son dossier de surendettement aussi, ne peut plus voyager, et au bout d'1 an ou 2, leur couple se sépare. Donc, sans le vouloir, sans être au courant, sans avoir la connaissance, on peut arriver justement à être en difficulté avec les charges de l'autre, par amour, sans le vouloir. Il faut connaître les charges. Donc s'essayer, c'est sûr qu'il faut au moins 1 an pour savoir. En gros, on interroge les parents. Pour savoir l'histoire de l'autre. Est-ce que vous avez des questions particulières? Alors, est-ce que vous avez des détails particuliers que vous aimeriez évoquer par rapport? Parler, communiquer, tout ça. On parle exemple de ce couple avec son endettement. Si la personne en face ne dit pas. C'est la moindre chose, c'est de ne communiquer pas totalement. Une personne après l'autre. On est d'accord, communiquer. Mais ce qui serait bien, c'est de prendre des exemples concrets. Parce que pour l'instant, communiquer, c'est de la théorie. Donc, on est ici pour prendre de la pratique. Si on prend notre exemple, vous avez un enfant, vous rencontrez quelqu'un qui a 6 enfants. Ça se voit, ça. On est d'accord que ça se voit. Mais Les dossiers sur mon encore. on est d'accord que ça se voit. Mais les enfants, les 6 enfants du partenaire peuvent être une charge comme peuvent ne pas l'être. Mais très souvent par amour, et parce qu'on fait une famille recomposée, une famille unie, ça devient du moitié-moitié. Ça devient du moitié-moitié. Et y compris avec les enfants, y compris avec l'ex, y compris avec ceci, y compris avec ça. Je pensais que ça peut vraiment marcher, ça. Non. Donc, pas. ça peut être aussi des charges. Maintenant, On voit que ça, on se dit. maintenant, si on prenait le côté opposé, si en sens inverse, on se marie avec quelqu'un qui est très léger, c'est-à-dire qui a toute puissance, éventuellement qui est très riche, qui a toute sa liberté et autres. Qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif, malgré que l'on puisse avoir des charges positives? Ça peut être votre passif à nous aussi, non? Qui puisse le gêner. Ça peut être ça, c'est-à-dire qu'on peut être plus passif que lui, donc si on ne se réveille pas, on ne va plus l'intéresser. Mais malgré tout, qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre encore? Ce qui se passe souvent d'ailleurs. C'est l'ennui. Pourquoi l'ennui? Tout est trop facile. Parce que très souvent, l'argent endort.
D'accord ? L'argent en dehors, c'est-à-dire que les gens qui ont un moyen, dans de nombreux cas, la personne qui n'a pas l'habitude va se laisser vivre tel qu'elle a les moyens de le faire, et va s'oublier elle-même. S'oubliant, elle va plus se réaliser. Au bout d'un moment, malgré la vie en or qu'elle aura eue et dans laquelle elle sera éclatée, ne va plus la nourrir. C'est une cage dorée en fait après. Voilà. Donc, on peut sans le vouloir rencontrer quelqu'un qui a énormément de qualités, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, et s'endormir avec cette personne qui a des qualités. Parce qu'on ne se réalise plus. D'accord ? Donc, on peut trouver des charges dans tous les milieux, dans tous les domaines. Par rapport à ça, donc vous pouvez aussi vérifier dans votre propre vie comment cela fonctionne. C'est-à-dire que vous pouvez regarder, tout va bien dans votre vie, c'est-à-dire que vous progressez, et puis un jour, vous apercevez que ça stagne ou ça diminue, ça descend. Et puis un jour vous vous réveillez, vous dites mince, qu'est-ce qui se passe? Donc vous cherchez, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai trouvé quelque chose. Mais très souvent, il vaut mieux faire l'exercice en sens inverse. Tout va bien, et depuis quand ça va mal? Et je regarde quelle est la charge que j'ai mise en place, que j'ai prise, soit physique, soit émotionnelle, soit intellectuelle, soit spirituelle. Parce que si je m'arrête sur le début du chemin, c'est-à-dire ici, oui, la vie est faite de creux de vagues et de sommets de vagues. Donc je vais bien en trouver de nombreux creux de vagues qui vont me dire qu'il n'a pas été bien. Mais je n'aurais pas trouvé le principal. Donc il est important de regarder aussi quel est le principal que j'ai pu évoquer et qui a pu me mettre en difficulté. En sens inverse, je peux regarder aussi ce qui se passe, c'est-à-dire que tout va mal, tout va mal, tout va mal, et puis un beau jour, tout va bien. On ne se pose pas la question. On ne se pose pas la question, mais justement, mais dans les deux cas, il faut se poser la question au bon endroit. C'est-à-dire dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il va y avoir aussi des creux de vagues sommets, donc je vais trouver plein de choses, mais ça ne sera pas celle-là. Il faut dire, bon, depuis quand ça allait mal et depuis quand tout va bien? Et je vais trouver l'élément ressource qui fait que. Donc, une façon, justement, de ne pas tomber dans les charges, c'est de regarder les éléments ressources que l'on a. Par rapport à ceci, si on pousse un petit peu plus loin, et tel qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu ces fameuses vagues. Creux de vagues, sommet de vagues, creux de vagues, sommet de vagues. Que l'on revoit encore ici, d'ailleurs, on les revoit encore ici. Quand on est dans le creux de la vague, est-ce qu'on a envie de chuter? Généralement non. Est-ce qu'on a envie de stagner? Généralement non. On a envie de remonter. Et quand on a envie de remonter, on est comparable à quoi? À une montgolfière qui met les gaz pour remonter. Les gaz sont comparables à cette énergie-là. Mais pour remonter, elle doit couper les amarres et elle doit lâcher tous les sacs de sable qu'elle a autour. Ces sacs de sable, c'est tout ce qu'on va garder à la montée pour faire plaisir à tout le monde, y compris à soi-même, et ça s'est tellement alourdi qu'on est tombé au fond. Donc les gens, quand ils sont dans le creux de la vague, pour s'alléger de leur charge, qu'ils ont pris quand tout allait bien, parce que quand tout allait bien, c'est ici, donc l'amour rendant aveugle, ici tout va bien. Donc on charge, et puis au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et on se retrouve au fond. Donc la majorité des gens mettent en place les mêmes critères. Plusieurs critères. Un, ils commencent à faire le tri dans leurs amis. Ils virent tous les amis sans sucre, ils gardent un ou deux amis vrais quand il y en a, des fois il n'y en a plus aucun. Ils font un grand nettoyage dans leur maison, dans leur maison et dans leur voiture. Donc ils jettent tout ce qu'ils ont gardé pour faire plaisir à tout le monde. Ils vont même au coiffeur se faire couper les cheveux. Ils s'allègent physiquement, ils larguent les sacs de sable, ils se mettent à faire du sport, ils font des formations. Ça c'est le minimum de ce que les gens font. Et puis après il y a des spécificités en fonction des caractères des gens. Quand ils font ça, ils se retrouvent hyper légers et ils remontent aussi sec, tout en haut. Pourquoi? Parce qu'ils oublient les bonnes résolutions. Et s'ils oublient, ils continuent à faire ce yo-yo. Mais s'ils n'oublient pas les bonnes résolutions qu'ils ont prises dans le creux de la vague, au moment où ils sont le plus conscients, s'ils n'oublient pas, alors ils vont monter beaucoup moins haut. Et par effet rebond, ils vont descendre beaucoup moins bas. Et quand ils seront dans le prochain creux, ils vont devoir mettre encore en place un nouveau référentiel et l'additionner au précédent. S'ils mettent en place donc de nouvelles bonnes résolutions et l'additionner au précédent, ils vont encore monter beaucoup moins haut et descendre beaucoup moins bas. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils arrivent sur quelque chose de beaucoup plus plat. Ça veut dire qu'au lieu, dans leur vie, de faire ceci, ils vont avoir une vie qui va faire ceci.
Ça veut dire que, symboliquement, la personne qui fait cette distance-là, ici, est la même distance que celle-ci. Mais elle aura fait que ça. D'accord? Donc il est bien de regarder aussi à l'économie, c'est-à-dire de ne plus être dans le futile mais d'être dans l'utile. Sur un rapport utile-futile, ça veut dire que la majorité des gens passifs sont dans le futile. Ils doivent passer à l'utile. Pour passer à l'utile, ils ont juste à enlever le F. D'accord? Et ils passent à l'utile. Donc ils se déchargent. Et ils s'économisent. Donc ils ont beaucoup plus de temps. Et ainsi de suite. Donc on peut enlever ces charges. On le fait tous les jours sans le vouloir. Après, il faut pouvoir regarder. Une autre façon de regarder quelles sont les charges que l'on a, que l'on prend sans le vouloir. Vous prenez votre vie du passé, de votre naissance jusqu'au présent. Vous regardez votre vie en famille. Peut-être un moment vous êtes parti de votre famille, puis vous êtes mis avec quelqu'un, puis vous avez laissé, puis vous êtes mis avec quelqu'un d'autre, puis vous avez été seul, puis vous êtes mis avec quelqu'un d'autre. Vous regardez tout ce qui s'est passé. Et vous vous posez 3 questions. La première question que vous posez, c'est pourquoi je suis parti de chez moi? Pourquoi je suis parti de cette relation? Pourquoi je suis parti de celle-là? Et pourquoi je suis parti de celle-là? Et ça peut être des relations amoureuses, ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations professionnelles, ça peut être un déménagement, donc j'ai vécu dans telle ville ou dans tel pays, pourquoi je suis parti de tel endroit, pourquoi, ainsi de suite. Ça, c'est la première question à se poser. Pourquoi je suis parti? Qu'est-ce qui m'a dérangé? La deuxième question à se poser, c'est, à ce moment-là, vers quoi je voulais aller? Qu'est-ce qui me motivait? C'est la deuxième question à se poser. Et la troisième, qui est tout aussi importante, c'est entre deux relations, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, entre ces deux relations, que je ne faisais pas lorsque j'étais ado? Et si je me pose des questions, là, donc la première, 1, pourquoi je suis parti? La deuxième, 2, vers quoi je voulais aller? Et la troisième, point d'interrogation, c'est qu'est-ce que je faisais de ma vie quand j'étais seul, que je ne faisais plus quand j'étais ado? J'arrive à regarder toutes les charges que j'ai pu prendre, que je ne dois pas prendre, qui ne me correspondent pas, que j'ai pris pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises, ça c'est pas un problème, mais puisque je veux changer, je peux les regarder en face. Le but n'est pas de s'accuser, ni de se culpabiliser, ni d'accuser Pierre-Paul Jacques, c'est de tout simplement faire un bilan et de dire qu'est-ce que je change. On a tous des qualités et des défauts, on peut se tromper, d'accord, c'est pas anormal non plus, parce qu'on n'a pas énormément de référents autour de soi. Même sur la route, avec tous les panneaux indicateurs, on peut se tromper de route. Alors, malgré tous les panneaux, donc sans panneaux, c'est normal aussi qu'on puisse se tromper un peu plus. C'est pas anormal non plus. Alors, moi je suis arrivé au bout de la démonstration. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, qu'est-ce qui vous est venu comme question? Quels sont les points qu'on n'a pas abordés que vous auriez aimé aborder? Des cas perso, sinon. Oui, ça peut être des cas personnels, des voisins, des voisines, pas de problème. On peut évoquer tous ces cas. C'est un peu délicat, puisque c'est Non, mais personne ne le sait. Même moi, je ne m'en rappelle plus. C'est pas un problème. par exemple, moi, pour des raisons, elle a rompu sur sa relation, elle est chez moi. Donc pendant 3 ans, elle a vécu cet homme qui avait une certaine traîne de vivre, je dirais. Donc, elle s'est laissée vivre. Ça ne s'est pas trop bien passé, donc elle est revenue chez moi. Mais depuis qu'elle est chez moi, elle continue à se laisser vivre. Bon, c'est pas plus le cas de votre fille que dans n'importe quel autre couple. Et effectivement, ça peut, je pense que je ne suis pas la seule, hein, avoir Comme on a un vu. enfant. Non, mais Un enfant qui a quand même quelques années. Hein. ne vous arrêtez pas sur l'enfant. Parce que Quand ça je se dis passe. l'enfant, Ne vous arrêtez pas sur l'enfant. Ça se passe avec de nombreux enfants, mais ça se passe y compris entre un homme et une femme, entre un patron et un employé. D'accord? Ça se passe à différents niveaux. Donc, c'est pas plus parce que c'est votre enfant que ça se passe de la même façon dans tous les couples entre un homme et une femme. Ok? C'est la même façon. La difficulté, c'est de dire, bon, non, tu ne vas pas rester comme ça. Alors, C'est pas bon. Je dis, je peux pas lui dire, pars. on revoit les choses. Je vais vous le faire avec un autre exercice, d'accord? Mais c'est le cas courant. Ce que lui que vous donnez, c'est un cas courant. J'ai deux personnes, d'accord? J'en ai une plus demandeuse et l'autre qui est moins demandeuse. C'est-à-dire j'en ai une qui dit je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant, l'autre qui dit non, je veux pas d'enfant. Je veux un enfant, je veux un enfant, non, je veux pas d'enfant. Les semaines passent, les mois passent, les années passent, je veux un enfant, l'autre dit non, je veux pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment?
la personne qui dit l'enfant va voir ailleurs pour pouvoir faire cet enfant. Donc, la personne part. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Bon départ. Non, l'autre il dit non, 9 fois sur 10, l'autre il dit non, allez, reste, on en fait un. On en fait un, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il répond l'autre? Non, c'est trop tard. Il dit c'est trop tard. Ça fait des années, des semaines, des mois, des années, c'est trop tard. Donc, au lieu d'attendre la fin et le clash, que c'est trop tard, autant faire ce clash beaucoup plus tôt. Parce que l'autre va dire OK, et s'il ne dit pas OK, ben, vous n'aurez pas perdu votre temps, et s'il dit OK, ben, il y aura encore assez d'amour pour aller plus loin. Donc, de la même façon, le but est de faire le clash plus tôt, mais de façon construite, c'est-à-dire que ce n'est pas un clash, c'est pas une discussion, en disant, ben, puisque tu ne veux pas, ben, je m'en vais. Et la personne, soit elle dit oui et on peut continuer, soit elle dit non et on se sépare, mais on n'a pas perdu notre temps. Donc dans ce cas-là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir en discuter. Donc, comme on l'a vu, écoutez, comme on l'a vu, le but, c'est pas de rester entre deux eaux. Si on reste entre deux eaux, on ne voit pas la solution. C'est de pousser la problématique au bout. Donc d'imaginer dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Si ça continue comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la personne passive va être de plus en plus passive, va être de plus en plus en maladie, en difficulté. Que éventuellement, je le refais différemment, mais puisque vous avez vu que j'ai étudié l'Alzheimer, j'ai fait 2 années à Paris là-dessus, les gens qui, pour les anciens, il y en a un des deux qui a la maladie, d'accord, et l'autre qui veut l'aider, parce que c'était comme ça à l'époque. Donc, il se dit, moi, c'est moi qui aide mon partenaire, et personne d'autre y touche. Qu'est-ce qui se passe? L'aidant qui veut aider celui en souffrance, il est épuisé très rapidement, et il décède bien avant l'autre. Okay. Les schémas que je vous montre viennent de là aussi. D'accord? Donc, on ne peut pas s'occuper tout seul d'une personne. À long terme, soit on plonge, soit on sépare. Donc, autant en parler plus tôt pour éviter ça, puisque c'est là où on va aller. Si on en parle plus tôt, on a au moins la moitié des chances de ne pas se séparer. En gros, c'est la même chose que vous avez des enfants en bas âge à la maison et vous avez un chien qui a tendance à niaquer. Okay? Vous le gardez ou vous ne le gardez pas? Voilà. Vous le gardez, vous avez des chances pour que le bébé se fasse niaquer. Vous ne le gardez pas. Vous trouvez quelque chose, soit un chenil, soit le parent, soit le frère, soit les soeurs, soit le grand-parent pour le garder. Ou alors vous mettez des barrières, mais même avec les barrières, un jour... Il me reste la solution de prendre une annonce sur le TIC et d'essayer de la caser. Voilà. Et puis les enfants qui font pour leurs parents. Mais voilà. Il n'y a plus que ça, hein. Non, il n'y a pas que ça. Il faut provoquer, il faut parler de ce qui va se passer pour vous. Alors, dans ce cas-là, c'est la même chose par rapport au charge. Le charge, c'est le tu qui tue. Donc, plus vous allez dire tu, et moins ça va marcher. Donc, vous ne devez pas parler de tu, vous devez parler de je. Et je, c'est qui? C'est vous. Donc, vous devez parler de vous dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Si la situation continue, qu'est-ce que vous allez devenir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Ça peut leur faire culpabiliser aussi. Je dirais, on s'en fout. D'accord? Le but, quand vous allez parler de jeu, c'est pas de culpabiliser l'autre, c'est d'étaler cartésiennement, mathématiquement, logiquement, de faire un bilan actif-passif de ce qui va se passer. Comme dans une entreprise, on fait un bilan prévisionnel de ce qui va se passer en fonction de la clientèle. D'accord? Ben, au moins, on sait sur quel tableau il faut jouer. C'est la même chose. Un couple, c'est entreprendre. Que ce soit un homme, une femme, un parent, un enfant, c'est entreprendre un morceau de vie ensemble. Dans ce morceau de vie, ben, vous devez lui dire ce qui va se passer pour vous dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, si la situation perdure. Okay? Vous parlez de vous. Après, vous dites, je peux me tromper, il se peut que ça soit mieux, mais surtout que ça soit pire. La personne n'est pas bête, elle va réfléchir, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, et elle va revenir. Quitte à, après avoir dit ça, ben, je te laisse réfléchir 1 semaine, 15 jours, le temps que tu as besoin, mais on en reparle au plus tard, dans 1 semaine ou dans 15 jours, pour savoir ce que ça dit. Ça ne veut pas dire mettre l'enfant à la porte, ça ne veut pas dire lui dire tu pars, ça veut dire je vais être en difficulté, il faut faire quelque chose. Et vu que c'est du 50-50, que le but n'est pas de culpabiliser ni de la mettre à la porte, c'est de trouver une solution. C'est pas bon pour la porte.
la réponse que je veux entendre, c'est pas bon. C'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais il y a bien falloir que je fasse ça. Je l'ai fait une fois, mais ça. Vous avez parlé de vous? Dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans? Ça. Voilà. Vous avez parlé de qui? D'elle? D'elle. Voilà. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Le travail, mais Non, ça ne marche pas. ça marche pas. Il faut parler de soi. Parce que si vous parlez d'elle, vous rentrez dans le tu qui tue, et la personne se sent coupable, etc. Si vous parlez de vous, tout ça rentre. Parce que vous parlez de votre problématique. Et comme c'est du 50-50, elle va le sentir aussi. Alors, est-ce qu'il y a une autre problématique que vous aimeriez aborder, que vous pouvez connaître, qui pourrait vous intéresser, ou que vous avez vécu il y a longtemps, et même une problématique que vous avez résolue par rapport aux charges? Moi, je voudrais savoir si la personne est manipulatrice, donc comment aborder, voilà, et résoudre un conflit quand un des deux est censé être manipulateur. On est d'accord. J'aimerais juste, je vais répondre à la question, mais j'aimerais juste que vous me donniez quelle est la liaison avec les charges. Bah, disons que ça détruit la personne, le fait qu'il y ait trop de... Laquelle des personnes ça détruit? Pardon? Laquelle des deux ça détruit? La personne concernée. La manipulée ou la manipulatrice? La manipuler. D'accord. Et d'après vous, à quel endroit sont les charges dans cette relation-là? Quelles sont les charges et qui les prend? Et quelles sont ces charges? Bah, elle joue sur des aspects les plus fragiles de la personne, sur les sentiments par exemple. En général, ça peut être chez un manipulateur, il joue sur les sentiments. Il sait qu'une femme est assez sensible, je t'aime, tu es la plus belle. Donc nous on est là, sur nos petits nuages, en train de rêver, et puis bah, lui il joue là-dessus. Et puis on tombe dans le piège et moi je suis d'accord avec elle, ça peut être très dangereux de tomber sur un manipulateur parce qu'il peut être pervers dans ses propos. Donc, les charges que l'on prend sont quoi? Sont Émotionnel. Émotionnels, ouais. Émotionnel. donc sont des compléments. Donc des compléments peuvent être des charges. Non, c'est... Bah, disons que si elles ne le sont pas pensées, disons qu'il peut les énumérer verbalement, Je suis d'accord que lui mais peut ça les se émettre. détache de l'action. Je suis d'accord que lui peut les émettre, mais pourquoi est-ce que vous les recevez? Qu'on les écoute. Donc ça veut dire qu'il faut faire une petite formation sur le discernement et l'écoute. Voilà. En effet, on n'est pas formé face aux manipulateurs. Et donc par rapport à ceci, donc comment aider la personne manipulée? C'est ça? Oui, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça ma question. Et pourquoi ne pas aider le manipulateur? J'ai pas entendu. Moi, je disais, je ne le connais pas. Je connais la personne qui est manipulée. Voilà, et j'essaie, disons, de la remonter. C'est vrai que... Ma question est faite exprès pour vous dire que c'est pas possible de l'aider. Non, Au contraire, si on voit qu'on a compris, bah, c'est plus du tout intéressant. Voilà. Donc on ne peut pas aider un manipulateur, c'est juste pour vous donner cette info. Et en même temps, pour aider la personne manipulée, il faut lui montrer l'exemple. Il faut que vous montriez, vous, comment vous faites dans votre vie. Si vous n'êtes pas quelqu'un de manipulable, et si vous lui montrez les différentes astuces, il pourra, au fur et à mesure. Donc il y a ça, il y a lui faire lire des livres sur la manipulation, il y a lui montrer des missions là-dessus, et ainsi de suite. Il faut pouvoir aider à ces différents niveaux. Après, elle peut consulter aussi. Plus elle aura d'informations sur comment fonctionne la manipulation, plus elle aura de bons référents, professionnels ou amicaux. C'est que du bon sens. Hein. Le manipulateur, il fait quoi? Il enferme la personne, il ferme les volets, il ferme les portes, il raconte des histoires différentes à chaque compartiment, et il coupe tout le monde autour d'elle. Donc il faut simplement lui montrer que c'est des critères connus, mais après il faut savoir si la personne manipulée a les moyens, parce que pour l'instant elle a les moyens d'être manipulée, mais est-ce qu'elle a les moyens de ne plus être manipulée? C'est le sujet abordé. Voilà, donc les moyens, ça veut dire est-ce qu'elle peut partir, est-ce qu'on a les finances, est-ce qu'on a la force, est-ce qu'on a le courage, est-ce qu'on a l'aide, est-ce qu'on a la sécurité, et ainsi de suite. Et comme on a vu tout à l'heure, ça peut être quelque chose sur 7 ans aussi, pareil, à long terme, parce qu'il faut que la personne change. Donc il ne faut pas vraiment vouloir que ce soit rapide, mais avoir espoir que ça se fasse. Et si vous avez espoir que ça se fasse et que vous revenez souvent à la charge, c'est la même chose que par exemple par rapport à la cigarette. Si vous dites à un enfant, il ne faut pas fumer parce que la cigarette ça donne le cancer, la cigarette ça tue, la cigarette ça donne les dents jaunes, ça donne une mauvaise haleine. Le jour où il va fumer, il va dire
Mais déjà, mais en plus la cigarette c'est super convivial, c'est comme les copains et les copines, ça détend, c'est cool. Il m'a pas dit tout ça à mon parent, il est complètement has-been mon parent. Il m'a parlé de tout ce qui allait pas, et il a même pas vu tout ce qui allait. Je ne vais pas l'écouter. Donc si vous ne lui donnez pas à l'enfant les deux côtés, il va vous prendre pour quelqu'un qui ne peut plus écouter. Vous serez à ce moment-là non crédible. Donc pas de crédit, pas de finance, pas d'argent, vous n'aurez pas de poids. Okay. Par contre, si vous lui racontez les deux histoires, les problèmes qu'amène la cigarette et pourquoi les gens fument, parce que ça détend, parce que ça déstresse, parce que c'est convivial, parce que tout ce que vous voulez, le jour où il va fumer, il va s'apercevoir que ce côté est vrai, il va dire mince, le reste aussi alors. Et à ce moment-là, vous allez devenir crédible. À ce moment-là, il va dire non, c'est pas un con. Okay, c'est pas spin. Donc pareil dans ce cas-là, il faut donner les deux côtés par rapport à un manipulateur. Si vous donnez que le côté négatif, la personne va dire c'est quoi pas. Parce qu'il y a plein de côtés aussi à être manipulé, positif, pour la personne. Donc il faut lui donner aussi tous les côtés positifs. Il faut lui dire, ben oui, c'est vrai, ça t'amène ça. Ça t'amène le fait que tu as une certaine sécurité, ça t'amène le fait qu'il y a des choses qui peuvent t'occuper, ça t'amène le fait que tu as une certaine tranquillité, ça t'amène le fait, et ainsi de suite. Donc il faut lui donner les deux côtés. Parce que si vous lui donnez que le côté négatif, vous n'avez pas de crédibilité. Il faut donner les deux côtés tout le temps. C'est comme en comptabilité, si vous donnez que l'actif ou que le passif, le fisc vous tombe dessus. Donc vous devez donner les deux. Là c'est pareil. Sinon vous n'êtes pas crédible. Donc faites ça et donnez les deux côtés, donc c'est bien. Donc qu'est-ce qui manquerait? Elle en est où? Ben, elle en est que le problème c'est qu'il est dans son emploi, enfin, il est donc et en plus voilà donc elle est voilà donc elle m'appelle quand ça va pas quoi, en fait. Donc pour l'instant c'est plus ou moins séparé, mais voilà donc il peut revenir, il revient à la charge en permanence. Ah oui, normal. Donc j'ai essayé de lui expliquer qu'effectivement il faut faire la part des choses positives, négatives, et qu'il y a quelqu'un qui pouvait prendre la décision. Mais c'est vrai que c'est difficile en fait. En fait, il faut lui faire l'exercice qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire pousser à 1 an, à 5 ans, à 10 ans. Oui, moi j'ai noté parce qu'effectivement ça fait partie de l'argument qui Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pousser même à 100 ans. À 100 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des êtres humains, qu'est-ce que vous entendez qu'ils disent? Ils disent j'attends la retraite pour faire les choses qui me plaisent. Si vous poussez cet argument jusqu'au bout, demandez-lui ce qu'elle veut faire à sa retraite. Demandez-lui ce qu'elle va faire avec lui à la retraite. Vous allez voir que ça va déclencher beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui nous enferme et on attend la retraite pour faire des choses qui nous plaisent. Si vous la poussez au moment où ça va lui plaire, elle va réagir beaucoup plus rapidement en disant je ne vais peut-être pas attendre la retraite parce que je ne vais pas avoir les moyens de pouvoir le faire. Donc je vais peut-être le faire plus tôt. Poussez-la jusqu'à la retraite, jusqu'à la fin de sa vie, donc les 10, 15, 20, 30 dernières années de sa vie à la retraite, demandez-lui ce qu'elle va faire. Ce qu'elle voudrait faire de sa vie. Est-ce qu'elle va pouvoir faire tout ce qu'elle veut? Parce que la majorité des gens pensent comme ça. Ils disent j'attends le week-end pour faire ce qui me plaît. J'attends la retraite pour faire ce qui me plaît. Mais si en plus elle est manipulée, elle va se rendre compte qu'elle ne pourra rien faire, donc elle va lâcher beaucoup plus vite. Donc 50, 10 ans, 20 ans c'est bien, mais pousser jusqu'à 100 ans. Ça permet de ne pas rester entre deux eaux et d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question pour ce soir? Oui. Moi, je voulais parler des charges professionnelles qu'on peut nous donner par rapport, voilà, par exemple, le supérieur qui va un peu se dégager un petit peu trop de son boulot sur la personne qui est juste en dessous. Comment arriver à gérer ça? Alors, c'est pas très compliqué. Mais il faut savoir qu'encore, il y a des villes et des entreprises sur lesquelles c'est 10 fois ce que vous m'expliquez. 10 fois plus fort. Ouais, certainement. Donc déjà, c'est bien. Vous pouvez comparer avec 10 fois plus, mais c'est bien de vous regarder votre cœur. Pour arriver à ça, c'est la même chose que dans un couple, il faut que vous ayez votre agenda. Votre agenda avec tout ce que vous avez à faire. Si vous remplissez votre agenda avec tout ce que vous avez à faire, et quand quelqu'un va venir vous prendre rendez-vous pour rajouter des choses, si tout est complet, vous pouvez lui montrer par A plus B que tout est complet. Okay. Si vous commencez par marquer tout ce que vous devez faire, éventuellement il y aura des creux, mais s'il n'y en a pas,
il y a des priorités. D'accord. Donc s'il vient vous rajouter autre chose, après c'est plus qu'une question de priorité. S'il veut enlever les choses qui sont marquées dessus, bah d'accord, mais ça ne va pas vous faire plus de charge. Une façon de s'en sortir, c'est de remplir son agenda, pas avec des choses qui n'existent pas, avec des choses qui existent. Est-ce que ça répond à votre question ou pas? Oui, oui. Disons que la délégation va aussi avec soit le statut, soit le titre, soit le salaire. Donc on est d'accord que le meilleur patron est celui qui délègue le mieux, parce qu'au moins il fait son boulot. Mais c'est pareil à tous les niveaux. Donc c'est vrai que la vie dans laquelle on est une vie dans laquelle on nous impose le travail, et dans l'absolu, on n'est pas fait pour travailler comme on travaille. L'être humain n'est pas fait pour travailler, il est fait pour vivre, être heureux, pour travailler pas d'une façon victimisation ou extrême, mais vers la créativité, pour faire de la peinture, pour faire de l'art, pour faire du dessin, pour faire de la plantation, pour faire des choses, mais pas pour exploser la matière. Pour aller plus dans l'amour, dans la divinité, dans les arts majeurs, que dans la matérialité, l'argent et la guerre. Donc, tout ce qui a un lien avec l'argent, la guerre, la matérialité, ça devrait être supprimé. Donc c'est pour ça qu'on a ces problèmes dans le travail. Oui. Donc en fait, l'agenda, ça pourrait être un outil pour lutter contre les prises de charge. Oui. Et est-ce qu'il peut y avoir d'autres outils, justement? Alors, pour faire simple, d'abord, par rapport à cet agenda, là on le voit de façon professionnelle, mais pour le comprendre encore plus facilement, il faut le ramener toujours dans sa vie familiale, intime. Vous allez voir, plus vous le comprenez là-dessus, plus vous allez comprendre au niveau de la profession. La profession, il y a certaines choses qui sont déjà très cadrées et qu'on peut copier dans la vie intime, ça c'est très bien. Du style des rendez-vous, c'est-à-dire dans la profession, on a des rendez-vous de planification, rendez-vous de vacances, rendez-vous financiers, etc. Normalement, on doit faire la même chose dans la vie de couple. Et inversement, ce qui fonctionne dans la vie de couple, on doit le faire en vie d'entreprise. Par exemple, par rapport à l'agenda, souvent, il y a des gens qui sont un peu plus extravertis et tournés vers les autres. Et ils ont beaucoup de temps pour les autres et rien pour eux. Donc, ils se retrouvent en difficulté. Ces gens-là, si on amplifie leur problématique, ça devient des gens du type agoraphobes. Les gens du type agoraphobes sont des gens qui ont peur, dans le dictionnaire, de la foule de l'agora. Donc, pourquoi ils ont peur de la foule de l'agora? Parce que ce sont des gens qui sont comparables à des oursins, qui ont des épines, qui sont des antennes. Les antennes captent tout, sont très sensibles. Ils captent tout ce qui se passe autour d'eux, donc ils captent tout ce que les gens émettent. Donc en fait, avec leurs antennes, ils se mettent, d'après leur fonctionnement, à faire les 4 volontés d'autrui. Et vu que ça fait des semaines, des mois, des années qu'ils font ça, ils ont pété les plombs, parce qu'ils en ont marre de faire ça pour les autres. Et comme leur défaut, c'est sortir leurs antennes et faire les 4 volontés des autres, ils préfèrent rester à la maison pour plus voir personne, et on les considère d'agoraphobes, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas qu'ils ont peur des autres, c'est qu'ils ne veulent plus faire les 4 volontés des autres. Donc, c'est des gens qui se mettent en repli. Donc, de la même façon, toutes ces antennes, il faut pouvoir les mettre, pas à la créativité des autres, mais à la sienne. Savoir ce qu'on fait de sa propre vie. Donc, dans son agenda, souvent, comme on a pu le voir tout à l'heure, si je ne règle pas le rendez-vous de ce soir avec mon copain, ma copine, les amis, si je ne mets pas de 8h à 22h, après, ça va me gonfler. Mais si, dans mon agenda, j'ai bloqué les éléments que je veux, dans ma vie à moi, avec les gens que je reçois, puisque je les reçois, j'ai le droit de fixer les conditions. Chez eux, c'est eux qui fixent les conditions, chez moi, je fixe les conditions. S'ils viennent me voir, c'est bien par rapport à mes qualités. Les conditions, ça peut être mes qualités. Et puis si c'est de mauvaises conditions, ils ne viendront pas, et puis c'est tout. Si c'est de mauvaises conditions. Donc, si dans mon agenda, j'ai mis toutes mes priorités, ça ne veut pas dire que je suis égoïste, ça veut dire que, au lieu de faire que penser aux autres, je pense aussi à moi. Pourquoi? Parce que si ils ont... Pour être heureux à deux, il faut être heureux seul. Pour être heureux à deux, il ne faut pas se mettre à deux pour être heureux. Il faut d'abord être heureux seul, et après on peut être heureux à deux. Maintenant, même si on n'a pas fini toute son évolution, on peut continuer son évolution dans le couple. Mais il faut continuer, même dans le couple, à évoluer pour être heureux seul. Et donc à deux. Donc de la même façon, sur son planning, on doit commencer à marquer tous ces temps à soi, ce qui fait que quand Pierre-Paul Jacques appelle pour dire je veux te voir et autres, je regarde mon agenda, sauf si c'est un cas d'extrême urgence, suicide ou autre, alors je décale, et sinon
je regarde à quel endroit je suis disponible et je lui dis, ben, là aujourd'hui je peux pas, demain non plus, mais après-demain à telle heure je peux, la semaine prochaine à telle heure je peux, ou celle d'après je peux. Et vous allez voir qu'il va choisir dans ce que vous donnez. Et à ce moment-là, ben, votre agenda sera organisé, plus personne ne pourra venir vous bousculer sauf urgence, et il n'y aura plus cette difficulté. Donc si vous l'appliquez dans votre vie personnelle, vous l'appliquerez aussi facilement dans votre vie professionnelle. Oui. Par contre, des fois, ce qui est difficile, c'est que, moi, je ne sais pas, pour mon cas personnel, par exemple, si je veux faire quelque chose pour moi, justement, de la créativité écrire, ou alors peindre, ou quelque chose qui me plaît vraiment, et que, par exemple, je me dis, bah, tiens, je vais m'occuper de tel et tel jour, et qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a besoin de moi dans la famille, ou dans les amis, etc. Souvent, quand c'est quelque chose que je fais pour moi, du coup, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je le reporterai à demain. Et ça devient une charge, forcément, de m'occuper des autres, en fait. Oui, mais est-ce que sur le planning, c'est noté que j'ai un temps pour moi? C'est marqué noir sur blanc? Je peux voir l'agenda de suite là maintenant? Je me le note sur mon iPhone en fait. Je marque, voilà, aujourd'hui, ça revient pratiquement ça en fait. Ouais. Je me le marque des fois, mais sur mon calendrier en fait, mais je me dis, bon, bah, c'est pas grave, alors je reporte, tant pis. Sérieusement, je peux le voir là de suite? Non. Ce que je veux dire, c'est important. Non, mais le pire, c'est que si j'ai noté, mais pas en. C'est que si c'est pas noté, ça passe à la trappe. Alors, non, mais je vous explique quand même pourquoi. Je vous explique pourquoi. Ça rentre dans les charges. On n'a pas abordé jusqu'à présent parce que je m'amuse à dessiner ce stylo. D'accord? Je dessine ce stylo, mais ça peut être n'importe lequel qui écrit sur une feuille. D'accord? Pour que ce stylo existe dans la réalité, il faut qu'il y ait un moule qu'il est moulé duquel il sort. Pour que ce moule existe, il a fallu dessiner ce moule pour pouvoir réaliser ce moule. Pour réaliser ce moule, il a fallu dessiner le stylo dont le moule pouvait se faire. Pour avoir dessiné ce stylo, il a fallu en avoir la pensée. Pour en avoir la pensée, il a fallu en avoir l'idée. Ici, c'est le début de l'action qui commence à écriver. Ici, c'est la fin de l'action, donc la réalité, le réel, qui finit avec un stylo qui écrit. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui est le plus proche de la fin? Qu'est-ce qui est le plus proche d'ici? Est-ce le dessin du stylo ou la pensée du dessin du stylo? Le dessin. C'est l'idée. Alors, Le plus proche de la Tant qu'il n'y a pas d'idée, il y aura pas certaines personnes disent que c'est le dessin, d'autres disent que c'est la pensée. Donc je voudrais mettre de suite d'accord. Ça a été dessiné dans un ordre progressif. Donc celui qui est le plus proche de la fin, eh bien celui-ci. Maintenant, la différence entre les deux, c'est qu'ici, c'est resté dans ma tête, tandis qu'ici, j'ai commencé à le dessiner. J'ai commencé à l'extérioriser. C'est la même chose que j'ai l'idée de construire une maison. Puis, je commence à penser les pièces. Tant que j'ai rien mis sur le papier, que je ne l'ai pas donné à l'archi, que l'archi ne l'a pas mis au propre, l'entreprise ne pourra pas le dessiner, le créer. Tant que ça reste dans ma tête, personne ne va venir dire dans ma tête. Par contre, si je l'ai dessiné, si je l'ai mis sur mon agenda, c'est un cran plus loin et plus proche de la réalité que si ça reste dans ma tête. Donc il est très important de pouvoir le mettre sur l'agenda. Maintenant, il faut que l'agenda soit tout le temps ouvert, parce que mais c'est une question d'habitude, parce que c'est plus proche de la réalité si je l'écris, et c'est la même chose que quand en thérapie, on dit bah, écrivez ce qui vous dérange, une fois que c'est écrit, c'est là, c'est largué, j'ai plus besoin d'y penser. Je pense que le mieux, ce serait que je m'achète un agenda, mais concret en fait. Pas simplement par téléphone de noter 2-3 trucs. Si le téléphone est tout le temps ouvert sur l'agenda, ça ne me dérange pas, mais... Non, c'est pas le cas. Voilà. Donc, tant que c'est pas visible, là, vous êtes tout loin de la réalité. Ça reste toujours dans l'abstrait. Il faut que ce soit beaucoup plus concret. Donc, essayez de trouver toujours, on essaie de donner des exemples pratiques pour justement rester dans la théorie et que la théorie c'est l'abstrait. Et passer à l'acte en fait des choses. Voilà, le plus possible. Et ça évite justement de prendre toutes les charges des autres. On s'occupe de soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour les autres. Ça veut dire que les autres ne prennent pas toute la place. Parce que de la même façon, dans un couple, lorsque deux personnes se rencontrent, s'il y en a un des deux qui invite l'autre chez lui, parce qu'ils veulent vivre ensemble, et celui qui invite, généralement, dit à l'autre, prends ta place, prends tes aises. Donc, celui qui invite se fait tout petit, l'autre il prend toute la place, et qu'est-ce qui se passe au bout de 6 mois, 1 an ou 2?
On peut plus. Il a envie de remettre dehors. Ben, celui qui est tout écrasé dit j'ai plus de place, j'en ai marre, il prend toute la place. Mais réellement, il dit j'en ai marre, il prend toute la place. Mais qu'est-ce que j'ai fait le premier jour? Je lui ai dit viens prendre la place que tu as besoin. L'autre, il a eu toute la place, il s'est étalé, c'est normal. C'est comme chez toi. Ben oui. Mais c'est normal, au début, j'ai dit prends la place. Peut-être que ça, ouais. On ne peut pas lui reprocher après ce qu'on lui a donné au début. Donc on ne va pas les virer. Mais par contre, on peut revoir le contrat. Je me suis planté. Ouais. Et ainsi de suite. D'accord. Parce qu'il y a une dernière question sur l'échange, on a tout vu. Alors c'est bien, je vous remercie Merci. de votre collaboration. Bonne soirée.